Voilà, depuis 10 ans, non, depuis 2007, nous n'avions jamais eu de problème de ce type. Il a fallu pour le 10e anniversaire que cela survienne. Pour démarrer, va fonctionner la traduction du français vers l'anglais. Donc, comme les premiers orateurs sont francophones, c'est bien, et Eric Strain pourra entendre la traduction des orateurs francophones. Voilà. Et on va être rattrapé. On me dit que pour l'espagnol, ça marche aussi, mais ici sur le board, c'est pas utile. Et la traduction de l'anglais vers le français sera probablement en route quand Eric Strain, voilà. So, Eric, so it's working. The translation is working from French to English. So you have to have the translation, and the translation from French to English will come soon. But we can start now. Okay. Ok. Donc, vraiment, désolé, alors c'est un très gros retard. Donc, ce débat, très rapidement, donc, consacré aux psychédéliques. On a 3 interventions brèves qui sont introductives. Zoé Dubus, dont tout le monde connaît dans le monde des psychédéliques l'importante connaissance qu'elle a et le rôle qu'elle y joue, va donc faire un petit historique des psychédéliques et du traitement avec des psychédéliques. Does it work, Eric? It's okay? No? But the English is okay? Or? No, but in the translation... Ah, okay. Okay. So, no. Bah oui. No. Does it work in French? Alors, on me dit parfois. Alors, bon. Mais de toute façon, on va commencer et j'espère qu'on pourra régler ça rapidement. Donc, Zoé Dubus, première intervention. La deuxième intervention, Joël Bocart de Montpellier, qui est maintenant un habitué des THS, va donc présenter les modes d'action et les effets, tout cela rapidement. Et ensuite, donc, Daniele Zullino, qui est professeur de psychiatrie à Genève et d'addictologie, et qui est l'Européen, sur le territoire européen, probablement celui qui a le plus d'expérience dans le domaine des traitements, des psychothérapies amplifiées, assistées, avec des psychédéliques, qui fera aussi une petite introduction d'une dizaine de minutes, et après, il y aura le débat. Comme après c'est fini, on pourra déborder si nécessaire, parce que là, on commence très en retard. Et donc, je veux juste vérifier. Eric, it's okay? Oui. OK. Allez. Alors, et last but not least, l'animateur du débat, c'est Jean-Michel Delite, que tout le monde connaît ici, et qui est donc psychiatre, anthropologue, et addictologue, et qui a été longtemps président de la Fédération Addiction, et qui s'intéresse aussi aux psychédéliques depuis longtemps. Et il a accepté de jouer le rôle de Monsieur Loyal et d'animateur de ce débat. Merci Jean-Michel, et bonne chance pour les traductions. Merci, merci beaucoup Jean-Pierre. Alors effectivement, il y a quelques jours, Jean-Pierre m'a fait la proposition très honorable et très agréable d'animer cette table ronde. Alors j'ai accepté immédiatement pour 3 raisons. La première, c'est que Jean-Pierre est un ami de près de 50 ans. Donc c'est pas courant. Et quand on s'est rencontrés, on était à l'hôpital Charles Perrin à Bordeaux, et qui plus est, il était assistant, je n'étais qu'interne, donc je lui dois respect pour son autorité.
Et en l'occurrence, donc c'était un grand plaisir de te rejoindre et de nous rejoindre aujourd'hui. La deuxième raison, c'est qu'il y a un panel formidable qui vient d'être présenté à l'instant avec le professeur Bocart, qui est un des grands spécialistes de la connaissance des mécanismes neurobiologiques en fait des récepteurs. Il a beaucoup travaillé sur les récepteurs aux protéines G, il a travaillé sur la sérotonine, il a beaucoup travaillé sur les hallucinogènes. Je vous invite à lire son livre là qui est là. Zoé Dubus, évidemment historienne, qui s'intéresse tout particulièrement aux représentations qui ont été très contrastées dans le monde de la médecine, puisque dans un premier temps, c'était des produits vraiment idéaux, des sortes de panacées. Ensuite, ça a été voué aux gémonies. Maintenant, il y a une forme de réhabilitation. On va voir comment ça évolue. Et puis, à Daniele Zullino. Alors là, c'est extraordinaire parce qu'on ne s'était pas revu depuis 20 ans. 20 ans où Daniele Zullino venait de prendre ses fonctions aux hôpitaux de Genève. Il était venu aux journées de l'ANIT, donc les parents de la Fédération Addiction, à Saint-Étienne. Et c'est effectivement un des plus grands spécialistes de la question, on prend en pratique en tout cas en Europe, sinon dans l'Union européenne, puisque la Suisse... Bon. Et ensuite, nous aurons nos amis Eric Strain, évidemment, qui est une sommité mondiale, puisqu'il travaille à Johns Hopkins et est particulièrement reconnu pour tous les travaux qu'il a pu mener sur le traitement des addictions, pharmacologiques et non pharmacologiques dans le domaine des addictions, et qui sans doute, au regard de l'expérience américaine, nous amènera quelques éléments de bémol et de prudence peut-être quant à une extension de ces médicaments psychédéliques, dont on sait par ailleurs qu'ils peuvent avoir aussi, dans certains contextes en tout cas, des effets à contrôler. Et puis il y aura notre ami, alors là c'est vraiment un ami, acteur de la réduction des risques, en l'occurrence Alexandre Perret, qui, on s'est connu pareil dans le monde des communautés thérapeutiques, dans la réduction des risques en Guyane française, ensuite dans tous les travaux qu'il a pu mener en milieu associatif pour essayer d'aider des jeunes qui avaient eu des bad trips, pour les aider à les réassurer, qui maintenant travaille un projet de thèse sur les challenging experiences, je crois. Donc, autant vous dire que c'est un panel merveilleux. Et la troisième raison pour laquelle j'ai accepté, c'est peut-être pas la principale, mais importante en tout cas, c'est que c'est un sujet qui me taraude au moins depuis une vingtaine d'années, puisque comme l'a rappelé Jean-Pierre, j'ai la particularité, quoique psychiatre, d'être également anthropologue. Ce qui fait que j'ai pas mal travaillé en Afrique occidentale, auprès de Momargueil, justement l'équipe de colons à l'hôpital de Fann à Dakar, ensuite au Cameroun, également au Mali, et où j'avais pu voir, j'étais sensible tout à l'heure à ce que disait Jean-Pierre sur la nécessité de privilégier quand même la raison, les apports scientifiques. Mais ce que j'ai appris en anthropologie, c'est qu'il fallait être aussi attentif au savoir traditionnel et arriver à créer des espaces de dialogue, pas dans une vision de supériorité occidentale, mais réellement une expérience d'échange, de compréhension réciproque, ce qui permet peut-être d'avoir un impact beaucoup plus favorable auprès des personnes concernées. Et c'est un peu le titre de cette plénière là, qui a été repris du bouquin de notre ami Bocart sur le chaman et la médecine. L'autre élément, c'était à Biarritz, pour la petite histoire, je m'en tiendrai là, il y a 20 ans également, que discutant avec Michel Reynaud de l'émergence en France, puisque j'étais coordonnateur de l'OFDT Trend en Aquitaine, l'émergence des drogues de la nature, du datura, des graines de LSA, de la salvia divinorum, donc la sauge divinatoire, on se rendait compte qu'il y avait un retour en fait d'un certain nombre de jeunes à des prises de substances, en l'occurrence naturelles, qui avaient à la fois la double recherche d'une biologie de ces substances, mais aussi d'un contexte de travailler sur soi, dans une approche vraiment de transformation profonde liée à la découverte d'un monde initiatique. Et un certain nombre d'entre eux allaient jusqu'au Brésil, allaient en Guyane pour essayer la ayahuasca, etc. Et c'est à peu près à la même époque où aux États-Unis, en Angleterre et aussi en Suisse commençaient à être expérimentés sur un plan scientifique tous ces produits dont les effets ont pu être, on le disait tout à l'heure, très, très clivés entre une première vague extrêmement enthousiaste, une deuxième vague de rejet, où ce qui était rejeté, c'était sans doute des personnes qui pouvaient avoir eu des effets secondaires très délétères, avec les bad trips, des troubles psychotiques induits, des défenestrations, mais aussi une population qui était une population rebelle, qui était une population contre culture, qui se révoltait contre le pouvoir de l'époque. Donc il y a eu l'interdiction aux États-Unis, la prohibition internationale 71, l'interdiction de faire des recherches. Et heureusement, maintenant, on est dans une phase où tout ceci peut être relancé. Le tout sera peut-être de dégager des conditions d'efficacité qui soient intéressantes. Donc j'invite tout de suite Zoé, si elle est d'accord, à se
dirigé vers le pupitre pour nous faire une vision historique de ce qui vient d'être rapidement brossé. Merci. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et merci à l'organisation de BISIA de m'inviter à nouveau pour présenter mes recherches. Donc, je vais vous faire un panorama très général de l'histoire des psychédéliques utilisés en médecine en Occident, en ayant quand même une petite attention pour d'autres contextes dans le monde, mais quand même focalisé sur notre situation à nous. Alors, si le PowerPoint veut avancer, qu'est-ce que c'est les psychédéliques? J'en parle très rapidement, juste pour vous montrer les substances, et puis ensuite, M. Bocard viendra présenter les mécanismes plus les effets précisément. Donc, c'est ces substances-là. Il y a d'autres substances qui ont des effets un petit peu similaires, comme la kétamine, l'ibogaïne, la MDMA, mais qui n'ont pas exactement le même mécanisme d'action sur le récepteur de la sérotonine. Donc, pour certaines traditions, ne sont pas considérés comme des psychédéliques. Le terme psychédélique, de toute façon, il va être certainement amené à évoluer, en partie parce qu'il charrie tout un imaginaire lié au milieu hippie qui paraît pas très légitime pour la science contemporaine, et puis en plus parce qu'il est du coup pas très précis, parce qu'il y a des substances qui sont exclues de cette classification classique. Alors le terme psychédélique, il est inventé en 1956 par un psychiatre anglais qui s'appelle Humphrey Osmond, dans sa correspondance avec le philosophe anglais aussi, Aldous Huxley. À ce moment-là, ils réfléchissent à un nouveau mot pour définir ces substances, parce que les termes qui sont disponibles à cette époque, hallucinogènes, psychotomimétiques par exemple, ils font référence à des effets perçus comme pathologiques de ces substances. Donc on imagine que c'est des effets qui miment les psychoses. Et donc, avoir un produit, notamment le LSD, qui est de plus en plus utilisé en médecine, dont le nom de la classe de la substance fait référence à des effets pathologiques, c'est pas très efficace, donc ils cherchent un nouveau mot. Et c'est psychédélique qui va être choisi. Si ça vous intéresse, les échanges entre Osmond et Huxley ont été publiés récemment en livre. Alors pourquoi psychédélique, révélateur de l'âme, révélateur de l'esprit? Parce que pour Aldous Huxley, qui se base sur les travaux de Henry Bergson en France ou de William James aux États-Unis, le rôle du cerveau, c'est de réduire le nombre d'informations qui est infini qu'on reçoit du monde qui nous entoure. C'est trop pour pouvoir fonctionner. Et donc, il appelle le cerveau une valve réductrice. Et pour Huxley, les psychédéliques vont permettre de faire le chemin inverse, donc de nous donner accès à une partie, en tout cas, des sensations, des perceptions qu'on peut avoir du monde qui nous entoure. Alors, depuis quand on consomme des psychédéliques? C'est très difficile à dater, on n'y arrivera certainement jamais, en partie parce que c'est des substances qui sont issues des plantes, donc qui sont périssables et pour lesquelles on va trouver des traces anciennes, mais pas très anciennes, et puis aussi parce qu'il y a eu la période de colonisation de l'Occident sur le monde entier, on y reviendra dans un instant, mais où du coup on a perdu tout un ensemble de savoirs qu'on retrouvera certainement jamais et qui rendent le travail des historiens un peu plus compliqué. Il y a des théories d'anthropologues, de philosophes qui disent que la prise de psychédéliques, ça serait le chaînon manquant entre le singe et l'être humain. C'est ce que vous voyez sur la peinture d'Alex Gray, là, qui est un peintre psychédélique un peu kitsch, mais très connu. Donc ça serait un singe qui tout à coup mangerait des champignons hallucinogènes et qui se dirait qui je suis, qu'est-ce que je fais là, et qui deviendrait du coup un être humain. C'est des théories qui sont séduisantes, qui sont intéressantes pour faire des hypothèses de pensée, mais qui trouvent aucune résonance vraiment scientifique, hein, c'est purement intellectuel. Et donc il y a des débats, il y a beaucoup de débats dans la communauté scientifique pour retracer les traces les plus anciennes. Vous voyez ici le chaman, ce qui a été en tout cas interprété comme étant un chaman recouvert de champignons. Bon, en fait, il y a beaucoup de critiques à l'égard de ce type d'interprétation. En tout cas, on sait que les psychédéliques sont utilisés depuis quelques centaines, voire quelques millénaires, par différents peuples sur la Terre. Et comme je le disais, la colonisation a eu un impact très important sur les savoirs de ces sociétés, en particulier en Amérique du Sud ou en Afrique, avec des colonisateurs européens qui voyaient ces pratiques comme des pratiques diaboliques, qui ont donc tué les personnes qui avaient ces savoirs, qui ont détruit les livres qui pouvaient présenter les connaissances, et ce qui a fait aussi que les populations, du coup, ont dissimulé ces savoirs, parfois jusqu'au XXe siècle. Donc, malheureusement, on a très peu de traces de ces usages traditionnels qui se transmettent en plus, en général, par voie orale. Et ce qu'on sait, c'est que les usages de psychédéliques, ils sont, comme tous les psychotropes, jamais réservés à une seule indication. Donc, il peut y avoir des usages qui sont thérapeutiques, mais ça coexiste avec des usages qui sont cérémoniels, religieux, spirituels, et aussi avec des usages très certainement plus festifs ou récréatifs. Alors l'intérêt de l'Occident pour les psychédéliques, il arrive vraiment à la fin du XIXe siècle, à un moment où les Premières Nations, aux États-Unis et au Canada,
font des cérémonies à l'aide de peyote, donc c'est un cactus qui pousse notamment au Mexique, des cérémonies qui visent à recréer de la cohésion dans leurs communautés qui sont extrêmement violentées par les conditions atroces dans lesquelles ils sont, et aussi pour essayer de lutter contre l'alcoolisme qui commence à décimer malheureusement ces communautés. Donc il y a des anthropologues, des médecins, des scientifiques occidentaux qui vont aller voir ces cérémonies, qui vont observer comment ces populations pratiquent et qui vont ramener le cactus peyote dans leur laboratoire. Ils vont en synthétiser la mescaline dans les années 1890. À partir de là, il y a un intérêt assez soutenu de la communauté internationale pour la mescaline en particulier et le peyote. Donc vous voyez qu'en France, on a une thèse de pharmacie en 1926 qui va être rééditée à plusieurs reprises, qui va être traduite dans beaucoup de langues. Et puis le peyote qui est contenu dans plein de médicaments, notamment des médicaments pour stimuler, qui sont vendus à peu près jusque dans les années 50-60. On n'a pas encore beaucoup de travaux en histoire qui recherchent ça. En tout cas, ici, vous avez une publicité pour un de ces médicaments. Et c'est des médicaments qui sont utilisés aussi pour produire donc des psychoses expérimentales. On en donne à des personnes qui n'ont pas de maladie et on va observer le déroulement de ce qu'on considère comme des symptômes de folie. Et on en donne à des scientifiques, à des médecins et à des intellectuels. Si ça vous intéresse, vous irez voir la conférence du philosophe Gauthier d'Assonville qui raconte l'expérience de Sartre avec la mescaline. Alors tout va vraiment beaucoup évoluer à partir du moment où le LSD se diffuse dans la communauté scientifique internationale. Je dis internationale parce qu'il faut vraiment se rendre compte d'à quel point le LSD était employé entre les années 50 et 70. Il y a des recherches qui se font au Japon, on en découvre là en ce moment en Égypte, il y en a en Argentine, donc c'est vraiment dans le monde entier. Et c'est l'un des médicaments les plus étudiés au monde. Vous voyez qu'il y a plein d'indications différentes, et ça, c'est seulement dans le champ de la médecine, mais on fait aussi des expériences sur la perception du temps, dans la perception de l'espace, la créativité, etc. Et puis, il y a la mescaline qui est découverte grâce à la chamane Maria Sabina, qui est une chamane mazatèque au Mexique, qui utilise les champignons hallucinogènes dans la pratique de la médecine et qui va, pour la première fois, donner de l'information à des Occidentaux. Donc son peuple a réussi à garder ces savoirs-là, à se les transmettre malgré la colonisation, malgré les milliers de morts qu'il y a eu en Amérique du Sud durant les siècles de colonisation. Ces savoirs ont été maintenus et dans les années 1950, Maria Sabina a donné accès aux Occidentaux à ces connaissances. Roger Haim est parti au Mexique pour aller récupérer ces champignons et c'est Albert Hofmann, le chimiste suisse qui a découvert le LSD, qui a synthétisé en 1958 la psilocybine. La première thèse mondiale sur cette substance, c'est une thèse française et c'est Anne-Marie Quétin qui la soutient à Sainte-Anne. Alors les chercheurs des années 50, les médecins, les psychiatres, les psychologues vont inventer avec les psychédéliques et avec le LSD en particulier une nouvelle manière de faire de la psychothérapie. C'est vraiment complètement nouveau à cette époque-là. Pour celles et ceux qui connaissent mes recherches, avant on faisait des thérapies de choc avec le LSD. Et puis ces thérapeutes-là vont inventer les nouvelles techniques du set and setting. Donc ça veut dire prendre soin de l'état psychique et physique des patients pendant l'expérience et ajouter cette idée d'alliance thérapeutique pour vraiment accompagner les patients tout au long des séances. Et il y a deux modèles thérapeutiques qui vont être inventés. Les thérapies psychédéliques, avec une administration de forte dose 1 à 3 fois, pour avoir vraiment une expérience transformatrice. Et la thérapie psycholytique, où là, on administre des plus faibles doses et on fait une 30aine de séances. C'est beaucoup plus basé sur la psychothérapie. Vous voyez qu'il y a des femmes qui participent à ces recherches et c'est assez exceptionnel pour le souligner dans le champ de la médecine de cette époque. Alors malheureusement, la méthode avec set and setting, elle n'est pas très suivie. D'abord parce que matériellement, c'est très compliqué. Vous voyez qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des milliers de morts dans les hôpitaux psychiatriques, en France notamment, pendant cette période. Il n'y a pas d'argent. Les services sont encombrés, comme vous pouvez le voir. Donc dans ces conditions, on ne peut pas avoir une pièce décorée avec des médecins qui restent en permanence avec les malades. Et puis, il y a aussi des questions plus des tensions de genre, avec des médecins qui recommandent aux thérapeutes d'avoir un contact physique avec les patients, vraiment de les réconforter physiquement, de leur prendre la main, parfois de les prendre dans les bras. Et les psychiatres masculins ont beaucoup de difficultés à faire ce genre de pratique qu'ils considèrent comme celle des infirmières. C'est ce qu'on voit sur l'image ici. Vous avez vraiment une distinction entre le psychiatre qui est debout au pied du lit et puis l'infirmière qui est toute prête à prendre la main de son patient. Alors tout se passait quand même plus ou moins bien jusqu'à ce qu'il y ait
deux grands événements dans les années 60 qui font que les psychédéliques vont perdre leur crédibilité en tant que médicaments. La première chose, c'est la mise en place des essais randomisés en double aveugle contre placebo. Ça marche très bien sur tous les psychotropes, ça marche très bien sur tous les médicaments. Ça marche pas très bien avec les psychédéliques, parce que comme le montre très bien ce dessin de Paul Noss récemment, on va très vite savoir qui a pris des psychédéliques et qui n'en a pas pris. S'il y avait eu que ça, on aurait dépassé assez rapidement ce problème-là. On aurait fait comme aujourd'hui, en testant des faibles doses contre des fortes doses ou en comparant avec différents médicaments. Le problème, c'est la contre-culture, ce dont a parlé M. Delisle, donc des médecins, des psychiatres, des gens qui sont dans le champ des psychédéliques, qui vont de plus en plus avoir des liens avec les Black Panthers, qui vont réclamer des droits pour les Noirs, pour les homosexuels, pour les femmes, etc. Et donc tout ça, ça passe évidemment très mal auprès de la communauté conservatrice, notamment aux États-Unis, mais c'est une panique morale qu'on va avoir aussi arriver très rapidement en France, avec en 1966 tout à coup vraiment ce qu'on appelle une panique morale, donc avec des dizaines et des dizaines d'articles qui soudainement sont publiés sur le LSD pour décrire la substance comme l'une des plus dangereuses qui soit. On parle même de bombe atomique dans la tête. On est au moment de la guerre froide, il faut se représenter ce que ça voulait dire pour la population à cette époque. Et la France est le premier pays à classer les psychédéliques dans le tableau des stupéfiants. La panique morale a duré seulement 1 mois et demi, donc ça montre à quel point ça a été intense, 2 ans avant les États-Unis. Donc il y a vraiment un contexte très particulier en France à ce sujet, et ça amène à l'arrêt du financement des recherches. Alors les recherches ne sont pas interdites, hein, théoriquement on peut toujours pratiquer, mais en fait les contraintes administratives sont trop importantes, les patients ne veulent plus qu'on leur en administre parce qu'ils en ont peur, les médecins c'est trop stigmatisant donc ils arrêtent aussi, et puis ici vous avez l'INSERM qui finançait les recherches depuis 1953, qui arrête de le faire, donc nécessairement les études s'arrêtent. Alors les recherches sur les psychédéliques, elles ont continué en réalité, mais elles ont continué souvent de manière underground, avec différents types de recherches. Des thérapeutes qui ont continué vraiment à pratiquer, comme Federico Meckel-Fischer en Suisse, avec du LSD, avec de la MDMA. D'autres thérapeutes comme Stan Grof au milieu qui ont inventé des techniques pour se mettre dans un état proche de l'état psychédélique sans utiliser des substances. Et puis aussi tout le milieu de la réduction des risques à partir des années 80 qui vont diffuser des connaissances sur comment prendre en charge notamment les personnes qui prennent des psychédéliques et qui ont des expériences un peu difficiles. Alexandre en reparlera tout à l'heure. Et puis on arrive dans les années 2000 à ce qu'on a appelé la renaissance psychédélique qui intervient avec 3 grands facteurs. Il y en a plein d'autres, mais je vous en présente 3 principaux. La première chose, c'est que dans les années 90, c'est la décennie du cerveau, on invente des nouvelles techniques d'imagerie cérébrale. Comme le LSD, les autres psychédéliques ne sont pas très toxiques, sont peu addictifs, ça redevient intéressant de voir ce que ça fait sur le cerveau. La deuxième chose, c'est le constat de l'impasse thérapeutique dans plein d'indications. Il y a un certain nombre de patients qui ne répondent pas au traitement. Or, ces mêmes indications, c'était celles pour lesquelles il y avait des très bons résultats dans les années 50-60. Et puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est la distanciation avec la contre-culture, avec des médecins, des scientifiques qui font très attention au vocabulaire qu'ils utilisent, qui font très attention aussi à la manière dont ils viennent présenter leurs recherches. Ils mettent des costumes, ils ont les cheveux courts, on n'est plus avec les fleurs dans les cheveux et les cheveux longs. Donc voilà, il y a tous ces éléments qui permettent, dans les années 2000, une renaissance, ce qui s'appelle donc une renaissance psychédélique. Vous avez ici les principales indications, donc c'est la dépression, le stress post-traumatique et les addictions. Et puis c'est la psilocybine qui est aujourd'hui la plus étudiée, la MDMA ensuite et le LSD seulement en 3e. Il y a 2 raisons à ça. Principale. L'une des premières, c'est que la psilocybine, ça dure moins longtemps que le LSD, 4 à 6 heures à peu près contre 10-12 heures pour le LSD, donc c'est plus facile de faire des thérapies avec la psilocybine. La deuxième chose, c'est que psilocybine, ça dit pas grand-chose, alors que si vous dites « j'ai envie de faire des recherches sur le LSD », tout de suite, ça renvoie, comme je le disais, à un imaginaire possiblement très stigmatisant. Aujourd'hui, les techniques du set and setting, elles sont totalement acceptées. Donc, vous avez toutes ces images très jolies qu'on met en avant dans les documentaires, dans la presse, etc. Mais la réalité, c'est que dans les pays qui commencent à légaliser, souvent, ça donne ça, avec des cliniques privées dans lesquelles on essaye de faire le maximum d'argent et où la prise en charge des patients est très limitée, avec évidemment tous les problèmes que ça peut engendrer, ce type de prise en charge là au Canada. Et puis, il y a une médiatisation très intense qui commence en 2015 en France avec un premier article de Stéphanie Chaillet dans Le Monde. Et puis, je vous ai mis quelques exemples ici. Tous les médias, de quelque bord politique que ce soit, font leur article sur les psychédéliques, avec l'Obs qui a fait sa une en 2021. Et
je vous ai mis Vogue ici qui nous dit « Ces adresses où s'initier aux drogues psychédéliques ». Donc tout ça, malheureusement, ça donne un contexte aussi où les patients ont l'impression soit que c'est des thérapies qui sont légales, soit que ça va arriver bientôt, et donc qui se tournent souvent vers des thérapeutes underground, des thérapeutes qui sont de différentes formes, parfois qui, comme on l'a dit, qui ont maintenu les savoirs sur les psychédéliques, mais parfois, comme ici, qui cherchent à faire beaucoup d'argent dans des pièces très anxiogènes pour prendre des psychédéliques. Donc, je vous laisse là-dessus. Il y a beaucoup encore à faire. Il y a beaucoup d'espoir autour des psychédéliques, mais malheureusement, il y a beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on va former les thérapeutes? Pour l'instant, il n'y a pas de formation unifiée, ni en français, ni en anglais. On est toujours un petit peu dans le même contexte d'hôpitaux psychiatriques dans lesquels il n'y a pas d'argent, donc comment imaginer qu'on puisse mettre en place les belles images que vous avez vues et qu'on met en avant dans les médias. Voilà, tout ça, c'est des questionnements qui émergent et qui seront très intéressants à voir dans les prochaines décennies. Et je vous remercie pour votre attention. La prouesse en moins d'un quart d'heure de nous faire un historique qui remontait à l'époque néolithique pour nous amener à l'époque contemporaine. On a vu que les médias jouent un rôle important dans le renforcement, dans un cas en disant que c'est le diable, et maintenant en disant que peut-être c'est un dieu qui va nous sauver. On voit aussi, c'est une des questions qui se posent, qu'est-ce qui marche ? Est-ce que c'est le changement sur soi, la communication avec le cosmos? Est-ce que c'est une aventure psychique parfois payante, comme ça a été dit à la fin, là, où des gens qui vont au Brésil ou au Portugal ou dans les pays baltes pour faire des expériences à la ayahuasca moyennant de fortes finances? Ou est-ce que c'est la biologie de la substance, ou les deux? Alors pour la biologie de la substance, on va inviter le professeur Bocart à prendre la parole, puisque un des intérêts quand même de l'approche scientifique, c'est que ça nous permet de comprendre un peu comment ces molécules agissent, en fait. Donc, on va attendre avec impatience ce que vous allez nous dire. J'espère. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, c'est un plaisir d'être ici. Je ne suis pas médecin, mais bon, voilà, je m'intéresse beaucoup aux drogues et aux neurotransmetteurs dans le cerveau. Et donc, j'ai aussi donc, travaillé un peu sur les psychédéliques et le cerveau et les mécanismes. Alors, quand on parle de psychédéliques, et les vrais psychédéliques, hein, ceux dont on a parlé ici, mescaline, psilocybine, LSD, eh bien, il faut parler de sérotonine tout de suite. Hein. Vous voyez ici donc la sérotonine au centre, qui a beaucoup d'effets physiologiques sur l'appétit, la sexualité, l'humeur, l'empathie, la cognition, l'éveil, le sommeil, la douleur. Donc beaucoup de choses pour ce petit neurotransmetteur que vous connaissez peut-être probablement tous, et un neurotransmetteur, comme on le voit sur la gauche au niveau d'une synapse, eh bien c'est un produit qui va être libéré dans la synapse et qui va aller agir sur un autre neurone, sur un récepteur qui va le reconnaître, et ainsi des réseaux vont pouvoir se former. Donc la sérotonine en haut à droite, vous voyez qu'elle innerve pratiquement tout le cerveau. Donc c'est un neurotransmetteur très développé, un peu vraiment partout. Tout le monde reçoit, peut-être à part le cervelet, de la sérotonine, mais même la moelle épinière pour la douleur notamment. Voilà. Donc les synapses, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, là, les petites boules, pour faire simple évidemment, ce sont des synapses. Les antidépresseurs classiques, comme le Prozac, la paroxétine et d'autres, augmentent la concentration de sérotonine. Donc on peut dire que la sérotonine est le neurotransmetteur au cœur des effets donc de la dépression et de l'humeur, etc. Alors, quand on regarde pourquoi la sérotonine était importante pour l'action de ces psychédéliques, eh bien, il suffit de regarder, sans être chimiste, la formule de la sérotonine à gauche. Vous voyez ici, son premier noyau avec 6 côtés, un autre noyau avec 5 côtés, et une chaîne terminée par NH2, qui est une chaîne d'éthylamine. Et quand on regarde la psilocybine, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être chimiste pour voir que ces deux molécules qui ont des chances d'être reconnues, notamment au niveau d'un certain nombre de synapses, par le même récepteur, la même molécule qui va reconnaître la sérotonine et est susceptible de reconnaître la psilocybine. On voit que c'est très proche. Alors, psilocybine, on en a déjà parlé, le champignon magique.
Quand on regarde le LSD, donc découvert par Albert Hofmann, vous voyez ici, quand il rentre de son labo sur sa bicyclette, après une dose un peu importante de LSD, il est un tout petit peu ailleurs. Alors, quand on regarde le LSD, la molécule probablement la plus connue au monde, hein, et la sérotonine, à gauche la sérotonine, à droite le LSD, vous voyez que quand vous regardez le bas du LSD, là, vous voyez que on reconnaît encore ce noyau à 6 côtés, ce noyau à 5 côtés, et une chaîne ici qui va se terminer par des NH. Et donc, on peut comprendre aussi, sans être chimiste du tout, que le LSD et la sérotonine vont probablement agir sur les mêmes récepteurs, les mêmes cibles. Donc, il n'y a pas besoin d'être très, très compétent. Alors, quand on parle de ces récepteurs, eh bien, de la sérotonine, donc on se concentre là sur la sérotonine, eh bien, ce sont des récepteurs qui sont, comme on l'a dit, des récepteurs RCPG, couplés aux protéines G. Pourquoi? Parce que ce sont des récepteurs qui sont dans la membrane, et ce sont des récepteurs extraordinaires sur lesquels j'ai travaillé toute ma vie, et qui sont capables de reconnaître, alors, pas les mêmes, mais très très proches les uns des autres, à la fois les photons. Donc si vous voyez, c'est que parce que vous avez des récepteurs qui reconnaissent les photons dans votre rétine, ça s'appelle la rhodopsine, mais ça va reconnaître tout un tas de molécules, des hormones, des neurotransmetteurs, les odeurs, etc. Donc ce sont des récepteurs très très importants, une famille de récepteurs qui en a au moins 900 dans notre corps, et quand ils sont activés, ils vont activer une protéine dessous, que vous voyez dessous les récepteurs orange et vert, qui sont les protéines G. Donc, il y a beaucoup de protéines G, mais on va s'intéresser aux récepteurs qui sont sur la gauche de l'écran, le rose et le bleu, qui sont des récepteurs ou couplés à la protéine GI ou GQ. Et parmi ces récepteurs, des récepteurs de la sérotonine. Alors, il y a 14 récepteurs de la sérotonine, donc beaucoup. Mais si on s'intéresse à ces récepteurs GQJ, eh bien, un récepteur très important pour les psychédéliques, c'est le récepteur 5-HT2A. Donc, ce récepteur 5-HT2A, c'est la cible, bien sûr, de la sérotonine, comme les autres récepteurs de la sérotonine, mais le récepteur 5-HT2A, c'est la cible des psychédéliques classiques sérotinergiques, psilocybine, LSD, mescaline. Voilà. Donc, la situation... Oh, tiens, il y a quelque chose qui a disparu, là. Mince, c'est embêtant. Embêtant. Il y a une photo qui a disparu. Bon, c'est pas très grave. On va la commenter sans la... Donc, vous avez un récepteur, le récepteur 5-HT2A. Comment on sait que ce récepteur 5-HT2A est celui qui est activé quand vous prenez du LSD ou de la psilocybine et que vous avez ces effets psychédéliques? Eh bien, on le sait parce qu'on a synthétisé, les chimistes ont synthétisé une molécule qui va se fixer sur le même récepteur, mais ne va pas l'activer, ce qu'on appelle un antagoniste du récepteur. Et l'antagoniste du récepteur classique, c'est la kétancérine. Donc, si vous donnez à un patient, à quelqu'un, ou que quelqu'un prend un psychédélique, et que en même temps, vous lui donnez cet antagoniste, la kétancérine, eh bien, il n'aura pas d'effet psychédélique. Et donc, on sait que c'est bien la porte d'entrée des psychédéliques dans le cerveau, c'est ce récepteur 5-HT2A. On le sait aussi un peu aussi par les souris transgéniques. On a des souris transgéniques qui n'ont pas de ce récepteur. On peut, de manière génétique, l'enlever des souris. Donc, ces souris n'ont pas de ce récepteur. Et si on leur donne un psychédélique, elles n'ont pas un effet. Alors, bien sûr, les souris, elles ne vont pas nous dire on a un effet psychédélique. Mais on sait que les psychédéliques chez la souris lui engendrent ce qu'on appelle le head twitch. C'est-à-dire que la souris, elle balance la tête comme ça. Et tous les psychédéliques ont cet effet sur la souris. Et chez la souris, qui n'a pas de récepteur 5-HT2A, eh bien, on n'a pas non plus cet effet. Donc, le récepteur 5-HT2A est responsable des effets psychédéliques des psychédéliques. Mais ça, c'est un effet, bien sûr, que tout le monde connaît. Enfin, des effets, on dit hallucinogènes, c'est pas vraiment hallucinogène, hein, c'est déformation de la réalité. Ça, c'est un effet assez court quand même, quelques heures évidemment, mais
ces produits, comme on l'a dit, qu'on va bien sûr le répéter toute la soirée, ont des effets et sont intéressants parce qu'ils peuvent avoir des effets antidépresseurs rapides, hein, contrairement aux antidépresseurs classiques, et surtout soutenus dans le temps. Soutenus dans le temps, et pour avoir un effet soutenu dans le temps dans le cerveau, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre que l'activation du récepteur qui va durer quelques heures. Et donc, il faut que quelque chose se passe après l'activation du récepteur qui va modifier l'activité du cerveau ou la structure du cerveau de manière à ce que ces effets soient de longue durée. Et ces effets, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Le cerveau va se modifier, il va être plastique et avoir une autre configuration. Alors, oui, il y a des photos qui disparaissent. Bon, c'est pas grave. Donc, comment on peut voir cette neuroplasticité? Eh bien, sur la photo qui a disparu à gauche, vous verrez une souris avec un petit microscope sur la tête. On est capable d'avoir des tout petits microscopes qui vont regarder les neurones dans le cerveau. Et vous voyez que là, c'est un neurone qu'on voit en orange. Et toutes les petites boules que je vous ai dit tout à l'heure être des synapses, vous voyez qu'après une injection de psilocybine, les petites boules sont en augmentation. Hein, on a les petites boules ici marquées par la flèche blanche. Et bien, petit à petit, au cours des jours qui suivent l'injection, on voit d'autres épines, donc d'autres synapses apparaître, marquées vertes notamment, et ça va durer jusqu'à 35 jours et même au-delà, 65 jours. Donc ici, on a une formation de nouvelles synapses, hein, une neuroplasticité qui va être de très longue durée. On va modifier le cerveau pendant très très longtemps. Comme vous le modifiez d'ailleurs tous les jours en apprenant des choses ou en augmentant votre mémoire ou modifiez votre cerveau un peu de la même manière. Et donc là, on a une plasticité du cerveau qui se met en route et qui est très longue. Alors, au-delà de ça, donc on a ici, on stimule le récepteur 5-HT2A, on a des nouvelles synapses qui se produisent, et mais si on regarde de manière plus intégrée, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Eh bien, vous avez ici, en haut à gauche, tout ce qu'on appelle le connectum, c'est-à-dire toutes les connexions entre les différentes régions du cerveau. Hein, donc, vous voyez que c'est beaucoup de connexions. Hein, ça prend une grande part de notre cerveau. Un connectum. Il y a des réseaux qui sont plus spécialisés que d'autres dans certaines actions. Par exemple, quand vous faites une action, donc vous avez un réseau exécutif qui se met en place. Quand vous faites aussi, quand vous pensez à votre personnalité, vous pensez à vous-même, quand vous pensez à votre passé, quand vous passez à votre avenir, quand vous mentalement vous considérez, vous culpabilisez, ou en tout cas vous êtes centré sur vous, hein, vous avez un réseau qui se met en place qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Un terme un peu compliqué, mais c'est un réseau qui est très actif quand vous faites rien. D'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas une tâche exécutive à produire. Donc, quand vous ruminez vos pensées, en gros, hein, bon, pour être simple, et ce réseau du mode par défaut, quand on regarde, alors c'est un peu compliqué en bas à droite, mais quand on regarde tout ce qui est être modifié dans le cerveau, eh bien, ça sera le réseau du mode par défaut qui est le plus affecté. C'est lui qui sera le plus déstructuré par les psychédéliques. Beaucoup de réseaux vont être modifiés, mais le plus modifié, c'est le réseau du mode par défaut. Et quand on regarde à droite, en bas, les scores mystiques, pour faire vite, après psychédélique, eh bien, on voit que c'est proportionnel à ces changements de connectivité dans le cerveau. Donc, on stimule le récepteur 5-HT2A, on change le nombre de synapses, mais on modifie aussi tous les réseaux qui structurent notre cerveau, et notamment le réseau du mode par défaut. Et ce réseau mode par défaut, il est très actif dans la dépression et même dans l'addiction, et son activité est réduite sous psychédélique. Donc cet effet pourrait expliquer bien sûr les effets antidépresseurs. La personne dépressive, bien sûr, est auto-centrée sur elle-même, elle rumine, comme on dit classiquement, ses pensées, elle s'ouvre pas au monde, elle n'est pas ouverte sur le monde, et les psychédéliques ont probablement cet effet de ouvrir donc la personne sur autre chose qu'elle-même, et bien sûr peut-être un des effets impliqués dans
les effets antidépressifs. Alors, juste une petite diapositive, j'espère pas trop compliquée. Ce qui est très intéressant, c'est que, bon, il y a un débat, hein, je pense qu'on l'aura. Est-ce qu'il faut vraiment... On sait que les psychédéliques activent ce récepteur 5-HT2A. Ça, c'est clair. C'est par là que ça commence. Mais la question est de savoir si les effets psychédéliques, les effets donc hallucinogènes, sont nécessaires à l'effet antidépresseur. Parce que vous avez vu que tout à l'heure, on l'a déjà dit, pour mettre en place un effet thérapeutique sous psychédélique, il faut un psychiatre ou un psychologue, il faut une pièce particulière, disons, il faut bien sûr, une organisation qui est très chère probablement et qui est difficilement, bien sûr, dont l'expansion est difficile à concevoir, en tout cas très chère. Donc, est-ce qu'on peut trouver des substances qui vont activer le récepteur 5-HT2A et qui vont pas avoir d'effet psychédélique, mais qui vont avoir des effets antidépresseurs? Alors, ce qui est intéressant d'un point de vue pharmacologique, c'est que quand vous regardez le récepteur 5-HT2A, on a dit que les psychédéliques, comme le LSD et la psilocybine, vont activer le récepteur 5-HT2A, produire des effets hallucinogènes et activer des protéines G. Mais quand vous stimulez ce récepteur avec la psilocybine et le LSD, vous allez activer plusieurs protéines G et d'autres choses dont j'ai pas le temps de vous décrire. Vous allez faire tout un tas de choses dans le neurone. Mais vous pouvez trouver des drogues non hallucinogènes qui vont activer le même récepteur. Et d'ailleurs, d'un point de vue pharmacologique, c'est pas encore complètement compris. Par exemple, le lysuride, qui est un produit qui a été utilisé en clinique pour le Parkinson, mais d'autres produits. Il y a beaucoup de laboratoires qui synthétisent maintenant des produits dont vous en avez quelques-uns, comme le zalzupindol à droite, qui vont activer le récepteur, le même récepteur, mais qui vont pas avoir d'effet psychédélique. Et qui ont effectivement ces produits quand même des effets antidépresseurs, je précise, chez la souris, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'effet chez l'homme. Vous avez vu que en bas, en rouge, vous avez que le zalzupindol est en phase 2 clinique. Et donc, bon, l'espoir de certains, c'est de trouver des substances qui vont activer ce récepteur, vont avoir un effet antidépresseur, mais ne vont pas avoir d'effet psychédélique, qui permettrait bien sûr d'utiliser ces produits en clinique beaucoup plus classique et en médecine de ville éventuellement. Alors bon, là il y a un débat, bien sûr, un gros débat, c'est le gros débat actuel. Est-ce qu'on peut avoir des effets antidépresseurs avec ces substances qui activent le récepteur 5-HT2A sans avoir d'effet psychédélique, mais en conservant les effets antidépresseurs? Bon, voilà, donc ça, c'est le débat. Certains pensent que non, ça ne sera pas du tout possible. Il faut absolument ces effets spectaculaires psychédéliques pour avoir les effets antidépresseurs. D'autres pensent que, bon, peut-être il faut pas, et peut-être que les deux ont un peu raison. Il faut peut-être, c'est peut-être un mélange des deux qu'il faut pour avoir une thérapie très efficace. Voilà, merci. Eh bien, merci beaucoup, professeur Bocart. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un dialogue entre des savoirs traditionnels qui nous ont été présentés, avec toutes ces cultures anciennes qui découvraient l'ayahuasca, l'iboga, toutes sortes de plantes, et qui observaient que cela pouvait avoir des effets magico-religieux et parfois même des effets médicinaux et chamaniques. Et la science occidentale qui essaye de comprendre comment ça marche, qui doute que ça soit le contact avec Dieu et le cosmos qui transforme les gens, mais peut-être qu'il y a des molécules. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit que la stimulation des récepteurs 5-HT2A est peut-être une sorte de voie finale commune qui permet de comprendre comment ces différents principes qu'on peut retrouver dans des cactus, dans des lianes, dans des champignons, finalement vont avoir un effet qui peut être qualifié de psychédélique. L'autre élément qui est très important dans notre champ, et ça a été très bien dit par le professeur Bocart, c'est qu'à la différence des antidépresseurs qui mettent des semaines avant de donner des signes de bienfait, enfin une action positive, avec ces médicaments-là, quand ils fonctionnent, en tout cas, les effets vont être rapides. Et ce qui est encore plus surprenant, finalement, dans le domaine des psychotropes, ce qui vont être durables.
puisque nous, on est tous habitués à des médicaments où, hélas, en général, quand on les arrête, les gens risquent d'avoir des récidives ou des rechutes à terme, tandis que là, on peut avoir des effets durables et qui sont sans doute liés à cet effet au long cours sur la neuroplasticité. Et puis, votre conclusion était remarquable, c'est-à-dire qu'est-ce qui aide les gens, mais on va voir tout à l'heure au plan pratique. Est-ce que c'est l'expérience mystique ou est-ce que c'est l'effet antidépresseur de la molécule ou est-ce que ce sont les deux, finalement, avec un effet synergique? Alors là, on compte beaucoup sur Daniele Zullino pour nous éclairer, puisque Daniele a une expérience pratique en Europe. C'est celui qui a sans doute une des plus grandes expériences d'accompagnement clinique, alors et thérapeutique de personnes concernées, aussi bien pour des dépressions que des troubles anxieux. Or, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça a été aussi un des initiateurs de l'héroïne médicalisée aux hôpitaux universitaires de Genève. C'est un de ceux qui travaille actuellement sur la régulation du cannabis en Suisse. Enfin, il est sur toutes sortes de dossiers, mais évidemment, pour celui qui nous intéresse ce soir, je pense que là, on a affaire à un des meilleurs spécialistes du moment. Et je vais lui demander d'ailleurs si lui, aux hôpitaux de Genève, vous avez les mêmes salles que ceux qui nous ont été présentés tout à l'heure, avec ces espaces très confortables, formidables, avec une infirmière qui vous prend la main, un psychiatre qui est disponible 24 heures sur 24. C'est toi le psychiatre 24 heures sur 24 ? Non, le soir, moi, je vais à la maison. Déjà, merci de donner l'opportunité pour vous en parler, parce que c'est quelque chose qui ne fascine pas depuis peu. Juste peut-être introduire par le fait que je suis de Bâle, donc j'ai grandi à Bâle, même si je ne suis pas né. J'ai fait mes études à Bâle, donc j'ai connu Albert Hofmann. Ça, c'est déjà peut-être un point de départ. Et j'ai connu pas que Albert Hofmann. Autour de Bâle pousse pas mal de champignons. Donc, l'intérêt y était depuis un certain temps. Ça ne veut pas dire que je les ai mangés, hein, c'est juste dire que ça existe. Peut-être aussi rappeler que le tout a débuté un peu à Bâle, en Suisse, et que Albert Hofmann n'a pas seulement découvert le LSD, c'est aussi le premier qui a isolé la psilocybine. Donc, à partir de Bâle, aussi de l'industrie pharmaceutique de Bâle, s'est développé un peu cet axe de recherche qui s'est arrêté subitement à la fin des années 60, début des années 70. Mais pas en Suisse. C'est ce qu'on ne sait peut-être pas. C'est déjà durant les années 80 que Franz Wollenweider a recommencé à faire des études et c'était possible. Non seulement de la recherche sur du sujet sain, il y a aussi eu déjà dans les années 80 la possibilité pour 5 médecins en Suisse alémanique de traiter de manière limitée, surtout avec du MDMA, donc pas un psychédélique classique, mais plus tard aussi avec la psilocybine. Donc, ça a toujours un peu été. On est loin de l'Amérique, on n'est pas en Europe. Il y a certaines choses qui, parfois, sont possibles en Suisse. Après, Albert Hofmann est mort à 102 ans. À 100 ans, on a organisé encore un symposium en son honneur. Et puis, il y a quelques collègues qui se sont mis ensemble et qui ont trouvé qu'il fallait relancer un peu la chose. On écrit une lettre à ce qui est chez nous un ministre de la Santé pour lui demander si c'était possible de nouveau de les utiliser. Et puis, la réponse était oui. Il y a une première étude qui a été faite par Peter Gasser, qui est un médecin avec une pratique privée, qui est un peu le nouveau pionnier en Suisse. Et puis en 2014, l'Office fédéral de la santé publique, donc ce qui correspond plus ou moins au ministère de la Santé en France, décide de permettre une prescription limitée avec des autorisations exceptionnelles. Donc, c'est l'usage compassionnel. Et puis, commencent déjà des premières expériences. Et nous, on a commencé en 2020 à s'y mettre aussi. On était la première institution, le premier hôpital à nous lancer. Peut-être pour la petite histoire, pour ne pas faire trop de bruit. J'en avais parlé un peu au directeur, mais il ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait.
Ils savaient qu'on avait l'habitude de travailler avec les stupéfiants. Donc oui, faites attention, vous avez les autorisations. Et on l'a fait le dimanche pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Tranquille. Et puis, avec 2 patients, on a eu les autorisations. Ça, c'est bien marché. Et puis, les infirmiers, surtout, étaient enthousiastes. Et on a commencé à le faire. Et entre-temps, la semaine dernière, on est arrivé à 530 patients. L'année dernière, on en a fait presque 200. Cette année, on en a déjà fait 200. Donc, c'est en exponentiel. En Suisse, actuellement, l'année dernière, 600 patients traités, donc presque un tiers par nous. Il y a une soixantaine de médecins et d'institutions qui s'y sont mis. Les indications commencent à être très, très variées, puisque c'est du compassionate use. On peut, si on argumente bien, aller bien au-delà de ce que les études contre le juste maintenant nous présentent. Il y a pas mal de collègues aussi somaticiens qui s'intéressent à tout ça. La recherche, il y en a pas mal en Suisse. Il y a surtout la recherche en pharmacologie. C'est Matthias Lichty à Bâle, bien sûr, qui s'est lancé avec plusieurs substances. Alors, peut-être la chose la plus intéressante qui n'existe pas encore ailleurs, il fait pas mal de recherches sur le DMT, donc sur la substance active de l'ayahuasca, qui a une certaine particularité, qui agit très court, donc en bolus, en injection bolus, environ 5 minutes. Après 5 minutes, voilà, le sujet réapparaît de son trip et on peut de nouveau interagir avec lui. Je vais en parler un peu aussi à la fin de ma présentation jeudi. Là, il y aura aussi des slides, donc il faudra revenir pour voir ça. Ce qui nous ouvre déjà des jolis horizons. Voilà, on parlait avant, est-ce qu'il faut vraiment avoir l'effet psychédélique pour être efficace? L'autre question qui se pose, est-ce qu'il faut vraiment avoir toutes ces heures de trip? Est-ce qu'il faut avoir 6 heures psilocybine, 8 à 10 heures LSD? On le saura probablement quand on aura la possibilité de faire des trips plus courts et de faire des interventions déjà durant la journée même, puisque ça sera plus court. Actuellement, les premières interventions viennent le jour d'après. Et là, on aura... Ça sera aussi intéressant, quelque chose de mélangé. Juste maintenant, on fait surtout des séances psychédéliques avec les psychédéliques classiques. Donc, on a des états mystiques, des états profonds qui ne permettent très, très peu d'interagir avec le patient. On le fait un peu sur un certain modèle. Là, on aura la possibilité d'interagir directement. C'est plutôt le modèle psycholytique qui avait été développé en Europe dans les années 60, surtout sur le modèle psychanalytique. Ce qui nous intéresse surtout, et puis là, c'est clair que du moment qu'on a la possibilité d'utiliser ces substances dans des conditions real world, vraiment in vivo, sans devoir nous préoccuper de trop de facteurs, c'est les aspects de set et de setting. De set, donc de la préparation, de comment... Alors c'est un peu de la recherche-action. Comment préparer le patient, quels sont les aspects, comment préparer, par exemple, ses objectifs thérapeutiques. On mise beaucoup là-dessus. Toujours peut-être rappeler que chez nous, en tout cas pour les indications psychiatriques, c'est toujours des indications en dernier recours et intégrées dans un projet psychothérapeutique. Donc, il y a déjà une psychothérapie en amont et il doit y en avoir une en aval. La durée est discutable, on peut le proposer à l'Office fédéral de la santé publique. Donc, déjà, la première question, comment est-ce qu'on prépare le mieux? Pour avoir le plus d'effets, parce qu'on part pas actuellement encore de l'idée quand même que plus l'effet est profond, plus il y aura d'effets thérapeutiques. Alors, je pense qu'actuellement, on a assez de données pour montrer au moins une corrélation, ce qui ne veut pas dire que forcément causale.
Mais on part encore de l'idée qu'il faut induire un état psychédélique, donc le peak effect. Ça, c'est une première partie. La deuxième est celle du setting. Donc, la grande question de l'environnement. Non, chez nous, il n'y a pas de mandala, il n'y a pas de coussins de toutes les couleurs. La musique, si. La musique, j'y reviens. Donc, pas d'encens, etc. Les masques africains, asiatiques sont dans mon bureau, mais pas là-dedans. La musique, un aspect assez important. Je ne peux pas encore vous amener les données, mais on commence vers la recherche. Alors, juste maintenant, ce qui était transmis, il faut un certain type de musique, là, voilà, le type New Age, ce qui... Voilà, pas vocal, pas connu par le patient. On vient de faire très rapidement l'expérience que non, pratiquement toutes les musiques marchent. On le sait déjà à partir des expériences non médicales, que ce soit les variations de Goldberg ou AC/DC, on a vu que tout peut un peu marcher, ça dépend un peu de la phase dans laquelle le patient se trouve. Donc on a commencé à préparer aussi des listes de musique ensemble avec le patient, avec l'idée de le faire travailler durant la séance, quelque chose de particulier. Éventuellement, si c'est des mémoires qu'on voulait travailler, de choisir des pièces de musique qui évoquent ce type de mémoire, s'il y a certaines valeurs que le patient veut investir, voilà, une corrélation avec ça. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que la musique, elle marche toujours, elle intensifie toujours, mais il y a des moments où les patients tout simplement ne veulent plus, et puis il y a des moments sans musique. Oui, on est toujours là. On n'a pas deux accompagnants de CITER. On a normalement une personne sur un patient, voire sur deux. Il faut aussi se rappeler qu'ils ont le masque, ils portent un masque. Donc, le regard va vers l'intérieur. Donc, aussi la décoration de l'espace ne devrait pas trop intervenir. Ils ont la possibilité d'amener, eux, des objets symboliques ou de confort, mais puisque le regard va à l'intérieur, c'est leur espace. Toujours au moins une personne, que ce soit un infirmier, un psychologue, un médecin, ils sont tous formés par nous pour intervenir, pour faire du talk-down, du moment qu'il y a des moments difficiles. Il y a toujours un médecin à environ 30 secondes de la salle. Il y a toujours au moins un médecin au cadre qui est présent sur l'étage. Il y a rarement eu besoin. Je vous rappelle, sur les 530 patients, on a dû arrêter 2 séances juste maintenant. Donc, une qui était probablement due à une attaque épileptique temporale avec un vécu mystique, mais qui ne répondait pas à la kétonsérine. Donc, peu probable que ce soit dû à ce moment-là, c'était l'LSD, peu probable que c'était l'LSD. Et puis un autre où les effets, les challenging effets étaient trop anxiogènes. Et puis là, avec la kétonsérine, un peu de benzodiazépine, on a pu l'arrêter en quelques minutes. Peut-être un aspect important, on est en train de discuter beaucoup en Suisse sur des modèles de formation. On en propose depuis un certain temps un peu un starter kit de 2 jours. On est maintenant dans la 2e année dans un cours pré-grade avec les étudiants. La première université à le proposer en Suisse. Je pense que peut-être pour aussi contribuer un peu au débat, on voit ça en Suisse comme on le voit certainement en France et dans d'autres pays. On mélange parfois 2 types de renaissance auxquels on assiste actuellement. Et je pense que refaire le mélange qu'on avait déjà fait durant les années 60 peut être problématique. Il y a certainement une renaissance de l'intérêt thérapeutique de ces substances. Donc le développement scientifique de modes et de produits thérapeutiques. Et de l'autre côté, il y a la renaissance tout simplement de l'usage de ces substances en dehors aussi
de l'usage strictement thérapeutique. Et la base des deux débats n'est pas la même, et les mélanger est assez dangereux. Et je sais que je parle en France, dans le pays du baclofène, et puis de... Comment ça s'appelait encore la jolie substance pour la Marseillaise voilà. Donc, c'est pas par votation populaire qu'on devrait décider si une substance est efficace ou non thérapeutiquement. Donc, on a d'un côté le développement thérapeutique qui doit se baser sur une méthode scientifique, sur un débat scientifique, et de l'autre côté, la grande question de l'accès à ce type de substance à un grand public qui est plutôt une question de droit civique et pas directement scientifique où les scientifiques peuvent participer, mais c'est tout un autre type de débat. On a ce problème entre guillemets, qui commence en Suisse aussi avec une grosse pression du public à donner accès rapidement à ces substances à un grand nombre sans qu'on ait, aussi à des fins thérapeutiques, sans qu'on ait encore les données scientifiques à disposition. Donc, oui, la Suisse a ouvert un peu les portes, mais l'a ouvert pour l'usage thérapeutique actuellement vraiment compassionnel, et il n'y aura pas de mise sur le marché avant qu'on n'ait pas les bonnes données. Donc, modèle suisse, peut-être à copier, avec prudence. Merci beaucoup, Daniel, pour cette approche pragmatique et scientifique. On aura entendu que globalement, dans cette expérience, le rapport bénéfice-risque est favorable. Très peu d'incidents majeurs et plutôt des grands bénéfices pour les personnes concernées. On aura entendu aussi que les conditions d'accompagnement sont à peu près gérables dans un cadre hospitalier, c'est-à-dire sans demander non plus un redéploiement en termes de ressources humaines un peu massif. Non, ambulatoire. Et ambulatoire, merveilleux. Oui, mais l'accueil et le médecin, il est à l'hôpital, lui, à côté, non ? Ambulatoire. Ambulatoire, parfait. Donc ça, c'est très encourageant. Et puis la dernière phrase là était importante aussi, c'est-à-dire que il y a toujours le risque d'avoir un effet d'attente chez certaines personnes dans le grand public. Et je me souviens que dans les premiers travaux américains là, de Ross et Bossis, ils évoquaient que c'était dans le cadre d'indications qui étaient faites sur des dépressions résistantes, donc des personnes qui étaient atteintes de cancer, qui avaient une dépression absolument effroyable à l'approche de leur mort et qui étaient totalement isolées. Mais quand on proposait à ces personnes de la psilocybine, un grand nombre d'entre elles refusaient en fait, parce que l'image de la psilocybine était quand même négative, inquiétante, etc. Ce qui veut dire que ceux qui acceptaient finalement étaient des personnes qui avaient eu soit une connaissance, soit une expérience personnelle de la psilocybine, à titre récréatif, vraisemblablement, quand ils étaient jeunes et qui les intéressait. Donc on voit bien là qu'il y a un effet d'attente, un expectation effect là, qui est absolument important. Est-ce que vous, en Suisse, c'est juste une question, pareil, on donnera la parole peut-être à Eric Stein pour rebondir sur la situation américaine. Est-ce que vous avez été confronté à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une sorte d'autofiltrage en fait, des patients en fonction de l'expérience préalable qu'ils avaient pu avoir de ce principe? Alors définitivement oui. Alors on a une énorme vague de demandes. On avait à certains moments une liste d'attente de 800 personnes, je parle de patients. Il y avait énormément de demandes aussi de France. Là, je peux directement dire, il faut être résident en Suisse. Donc non, vous ne pouvez pas les accepter. Des personnes qu'on screen qui passent un peu une analyse chez nous, on retient environ un tiers. On a eu surtout au début beaucoup de personnes qui sont passées où voilà, l'enthousiaste nous a fait baisser un peu la prudence. On a fait parfois des mauvaises expériences avec des patients qui ne tenaient pas durant la séance. Alors, une contre-indication assez claire, mais là, c'est partagé par tous les collègues en Suisse. Du moment qu'il y a du borderline très agissant, mais ça apparaît très rapidement. Ils veulent une date particulière, ils veulent venir comme ci, comme ça, ils veulent être accompagnés. Là c'est non. Alors,
On devient très très strict. On prend voilà, au maximum un tiers de ceux qui s'annoncent. Il y a beaucoup de psychonautes qui essayent de passer comme ça. Non. Merci beaucoup pour ces précisions. Vous commencez à réfléchir aux questions que vous allez poser, mais il y a deux personnes à qui on va demander de rebondir alors brièvement après ces trois remarquables exposés. Tout d'abord, Eric Strain, si le système de traduction fonctionne. Apparemment, il a l'air de fonctionner, pour nous dire un peu comment les choses évoluent aux États-Unis, parce que là aussi, ce qu'on nous disait aux États-Unis, c'est qu'il y avait un décalage entre les protocoles hospitaliers extrêmement rigoureux et des pratiques de terrain qui se mettaient en place, parfois à titre privé et économique, pour répondre aux attentes du public, et ce qui peut évidemment contribuer à, sinon polluer, du moins à compliquer l'analyse d'efficacité de ce type de principe. Thank you. And thank you for letting me take the earphones off. So I think it's been a very, first of all, thanks everybody for your talks, and I've followed 75% of them, which is good for me. I think the expectancy effects in the United States, which I think is what you were asking about, is a really great question. Lykos, which was the company that was developing MDMA, ecstasy for PTSD, they got criticized by the FDA, the Food and Drug Administration in the USA, for not controlling for expectancy effects in their, what they thought would be their pivotal clinical trial for getting MDMA approved for PTSD. So that was, I think, a real wake-up call in the United States for controlling expectancy effects. And there's been, am I talking too quickly, by the way, for the translators? Are we okay? Are they translating okay? Who knows? Okay. I'm not sure. I can talk faster. So I think that's really been a wake-up call in the States to the controlled trials and trying to make sure that they do control for expectancy effects. I think the second thing, though, that's come up is what are the control conditions to be used? For example, for treatment-resistant depression or depression, which is probably the next indication that's going to go for psilocybin, either by Usona or Compass are the two main companies working on that. And I'll talk about that Thursday in the session that we do, and about what kind of effects are being seen. But, are these control conditions adequate control conditions? And there's been a lot of them that have been trying to do something to produce a robust psychological, a robust effect to mask whether or not you really got psilocybin. Did that answer your question? Yeah? Okay. I can talk more, but thank you. Merci beaucoup, oui, puisqu'on savait effectivement que la FDA, ça a été rappelé à l'instant par le professeur Strain, a un peu arrêté après la phase 3 l'expérimentation de la MDMA dans le traitement du stress post-traumatique. Et une des raisons pour lesquelles il y avait eu cet arrêt, finalement, c'est qu'il était reproché aux chercheurs de ne pas avoir tenu suffisamment compte de l'effet d'attente, l'expectation effect, qui est dans ce domaine-là, évidemment, quelque chose à prendre en compte. Il y a aussi sans doute des éléments, mais ça a été dit dans la diapo de Zoé, je crois, sur les groupes contrôle, comme ça a été dit, c'est-à-dire souvent les personnes savent plus ou moins qu'ils sont dans le groupe contrôle ou qu'ils sont dans le groupe expérimentation, ce qui évidemment complique un peu les choses. Donc merci beaucoup pour ces éclairages aux États-Unis. Et puis Alexandre, qui va nous faire part de son expérience à la fois de terrain et d'acteur, d'animateur même de la société psychédélique française, puisque cette société existe, est très active d'ailleurs, avec beaucoup de production. Et donc vous pensez bien à vos questions, puisqu'après, ça va être la parole à la salle. Et encore une fois, désolé pour les retards liés à ces problèmes de traduction.
Oui, merci Jean-Michel, merci à tous pour vos présentations. Oui, je vais faire un petit pas de côté du coup par rapport au sujet. Finalement, on peut parler des sujets chez qui on va analyser le cerveau, on peut parler des patients qu'on va suivre. On n'a pas forcément beaucoup parlé des personnes qui vont voir les chamans, mais c'était plus pour aborder la consommation en vie réelle. J'ai bien noté Daniele qui distinguait les deux. Et finalement, ce qu'on sait en France, la dernière étude du baromètre santé, dont les données ont été mises à jour et publiées par l'Observatoire français des drogues et tendances addictives, donnait un chiffre. Il y a 8% des adultes en France qui ont déjà consommé de la psilocybine et 4% qui ont déjà consommé du LSD. Alors, il y a peut-être un biais de recrutement ou un biais de sélection dans votre présence ce soir, ou pour les personnes qui nous suivent en ligne, mais potentiellement, il y a un certain nombre d'entre nous qui ont peut-être déjà pris ces substances. Ensuite, donc, parmi ces personnes-là, on a pu les rencontrer, et tu faisais référence à ma casquette d'acteur de réduction des risques, Jean-Michel, tout à l'heure. Et en effet, depuis 99, avec Médecins du Monde, et je reconnais des têtes ici, et notamment toute l'équipe de BISIA, que ce soit Jean-Pierre, que ce soit Cyril, Cécilia, on s'est retrouvés en rave party à accompagner des personnes qui vivaient des expériences difficiles avec les psychédéliques, inspiré beaucoup des expériences de Technoplus, des associations communautaires comme le Tipeee aussi. Et je profite d'ailleurs d'avoir la parole pour, un peu comme Jean-Pierre l'a fait tout à l'heure, avoir une pensée pour Dédé Bénézek, André Bénézek, qui nous a quittés là depuis les 2 dernières années et qui était vraiment un grand passionné de l'accompagnement des personnes qui prennent des psychédéliques, qui nous a formés, qui a formé beaucoup d'entre nous à l'utilisation de l'accompagnement des psychédéliques. Et aussi une pensée pour Fatima Achliman, qui était psychologue et qui était sur la mission Rêve aussi de Médecins du Monde et qui vient de nous quitter il y a quelques mois. En tout cas, voilà, ces personnes-là ont beaucoup compté dans l'aventure qu'on a menée auprès des personnes qui vivaient ce qu'on appelait des bad trips à l'époque. Je vais changer de casquette, alors j'en ai qu'une, je m'excuse, mais pour parler plus récemment de ce qu'on fait en effet, comme tu dis, à la Société psychédélique française, qui est une association de médiation scientifique et culturelle sur les psychédéliques, dont Zoé d'ailleurs est membre fondatrice. Elle avait caché cette particularité. Et on s'intéresse aussi à la réduction des risques. On a sorti un petit manuel, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. En tout cas, il est accessible gratuitement en ligne ou à commander sur Colibri ou sur notre stand ici qu'on a. Merci à Bizia d'ailleurs de nous avoir accorder un stand sur le colloque, n'hésitez pas à passer. La question de l'accompagnement des personnes qui vivent des expériences intenses et difficiles, elle est fondamentale parce que, comme on l'a dit, dans les essais cliniques, avec la sélection qu'il y a en termes du coup de critères d'inclusion ou d'exclusion, on se retrouve avec très très peu d'événements indésirables. On est en dessous de 0,3% de mémoire, je parle sous couvert des chercheurs. En vie réelle, on constate, selon certaines études, notamment le Global Drug Survey, qu'il y a 20% des consommateurs de psychédéliques qui décrivent avoir ressenti des effets indésirables et 1% d'entre eux pour qui ça va durer jusqu'à plusieurs mois après la prise. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là ? La Société psychique, on organise des cercles d'intégration psychédélique, ce sont des groupes de parole communautaires de personnes qui ont vécu des expériences intenses et qui partagent ces expériences entre elles. C'est vraiment de la santé communautaire en fait, et c'est des objets qui existent. On travaille en collaboration avec les chercheurs, notamment en France, sur la possibilité pour des patients de pouvoir rejoindre ces cercles après. Anecdotiquement, on a reçu aussi des personnes qui avaient vécu des phénomènes de dépersonnalisation, déréalisation après l'utilisation de kétamine en milieu hospitalier. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'espace qui sont pensés pour accompagner ces personnes-là. Donc j'espère vivement qu'on pourra continuer à développer ensemble en partenariat entre chercheurs, cliniciens et associatifs des espaces d'accompagnement des personnes qui ont des effets délétères des psychédéliques. Merci Alexandre. Et c'est
très positif, je pense que ce soit une forme de représentant de la réduction des risques qui évoque qu'effectivement, il peut y avoir des effets indésirables liés aux psychodysleptiques et notamment qui sont utilisés dans la vraie vie, mais en dehors du contexte hospitalier de notre ami Zolino. Et de fait, une des représentations médicales qu'on a eues des psychédéliques, c'est que des gens de ma génération, les personnes qu'on recevait en XAPA ou à l'hôpital psychiatrique, c'était suite à des complications des psychédéliques. Donc on voyait une partie faible, sans doute, de la population concernée, des usagers, mais qui était celle en fait qui nous consultait pour ces problèmes qui souvent étaient au long cours et particulièrement douloureux. Donc c'est bien qu'il y ait des actions de réduction des risques communautaires pour essayer de réduire ces difficultés-là. Bon, maintenant la parole est à la salle. Il nous reste quand même une bonne vingtaine de minutes. Alors je ne vois pas très bien dans la salle, mais n'hésitez pas à vous manifester. Et Jean-Pierre me fait signe qu'éventuellement, il y a une main qui se lève là-bas au fond à droite. Jean-Pierre me fait signe qu'éventuellement on pourra déborder. Oui, bonjour. C'est donc trois belles interventions et je voudrais juste revenir sur celle de Zoé Dubu. C'est par rapport au moment clé. Là, vous avez parlé de l'abandon un peu de donc la science se détourne des psychédéliques, bon, à cause d'une panique morale qui dure très peu de temps. Ce que je voulais quand même rappeler, et je voulais vous demander ce que vous en pensiez, mais c'est que ça s'inscrit dans une panique morale sur toutes les drogues de toute façon. Hein. C'est aussi au moment où il y a l'affaire de Bandol, donc avec cette jeune fille qui meurt dans les toilettes après une injection d'héroïne dans le casino de Bandol, et le déferlement médiatique de toutes ces années qui a duré plusieurs mois et même années, mais surtout cette période-là, et qui a débouché donc sur un fait majeur qui est la loi de 70, qui est venue à la fois d'une pression américaine, parce qu'effectivement la France fournissait 90% de l'héroïne consommée aux États-Unis, hein, la fameuse blanche, qui était d'une très bonne qualité, comme j'avais pu le remarquer, mais cette loi de 70, donc, qui vient aussi de la panique morale qui régnait à ce moment-là, c'est quelque chose qui a détourné la science de justement aussi comment enquêter, enfin comment faire des recherches sur des produits illégaux. Donc là, on voit bien, pour le cannabis, c'est la même chose. Hein, si on a un retard énorme au niveau justement de la recherche sur les cannabinoïdes, c'est parce que justement ces substances étaient interdites. Donc il y a le poids donc de la prohibition des drogues qui là ont eu un rôle majeur sur, je pense, sur l'abandon de la science de ces substances qui effectivement étaient réelles. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci pour votre question. Alors effectivement, vous parlez de la loi de 1970 qui est liée donc à la panique morale de 1966, qui est liée ensuite à l'association entre mai 68 et la consommation de cannabis et de LSD, même si finalement les études qui sont en train d'être faites en histoire pour l'instant montrent qu'il n'y avait pas tant de consommation dans les milieux 68ards de ces substances, mais médiatiquement ça marchait très bien, de la même manière que ça a marché pour décrédibiliser le mouvement hippie aux États-Unis, viser la consommation de stupéfiants par les jeunes de 68, ça marchait de la même manière. Vous avez parlé effectivement aussi de la crise liée à l'héroïne des années 69-70 au moment du démantèlement de la French Connection. Donc les États-Unis qui poussent au démantèlement de la French Connection. Or, la French Connection tenait le marché et vendait, comme vous le disiez, de l'héroïne qui était pure, qui était quasi pure en tout cas, qui était stable, avec une qualité stable. Avec le démantèlement, tout à coup, il y a des plus petits dealers qui reprennent le marché et qui là vont couper l'héroïne. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les premiers décès, alors que l'héroïne est consommée depuis la fin du 19e siècle avec très très peu d'overdoses jusque-là. Donc la prohibition, c'est vraiment ce moment qui va à la fois, comme vous l'avez dit, arrêter les études, même si théoriquement elles peuvent continuer, comme je l'ai montré, c'est le contexte administratif qui pose problème, mais qui va aussi engendrer les risques pour les usagers réellement. Et en fait, cette prohibition, elle existe déjà en 1916. La première loi de prohibition sur les stupéfiants en France, elle date de 1916, et c'est à ce moment-là que va se mettre en place la morphinophobie, donc cette peur de la morphine du corps médical qui va arrêter d'utiliser les opiacés pendant presque tout le XXe siècle en France. C'est à ce moment-là qu'on abandonne aussi le cannabis médical. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, la prohibition a des effets délétères à la fois sur les usagers, mais aussi sur la recherche scientifique. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permettrai juste d'ajouter un mot. Effectivement, alors, il y a eu dans les années 70 un rejet total de l'ensemble pratiquement des substances psychoactives qui pouvaient donner lieu à addiction. Néanmoins, pour avoir siégé pendant une trentaine d'années à la commission des stupéfiants et psychotropes, où une de nos missions à l'agence du médicament était de classer les substances, je me souviens, je ne sais pas s'il y a des représentants de la NSM, mais de nos présidents qui disaient, pour les hallucinogènes, pas de quartier, délit de faciès. C'est-à-dire, dès qu'il y avait quelque chose qui était étiqueté hallucinogène, c'était classement direct. Alors qu'évidemment, il ne pouvait pas en aller de même des opioïdes qui étaient utilisés en médecine, c'est-à-dire ni des stimulants, les amphétamines, etc. C'est-à-dire les autres classes, les gens arrivaient à intégrer quand même qu'il pouvait y avoir certaines formes d'utilisation qui étaient bénéfiques en médecine et d'autres qui étaient dangereuses à tout point de vue. Tandis que là, il y avait une sorte de stigmatisation massive pour les hallucinogènes. Et il fut un temps où il était pratiquement impossible de dire qu'éventuellement, on avait découvert dans les années 60 en Suisse des effets qui pouvaient être bénéfiques. Donc peut-être qu'il y a eu quand même un traitement particulier, en tout cas dans les représentations des autorités de classification. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques, des prises de position? Je crois qu'il y a une main qui se lève là-bas, un monsieur en blanc, je crois. Si vous pouvez dire d'ailleurs si vous C'est une souhaitez, question pour Dr. Strain in English. You know, in the United States, the only indication for the treatment of PTSD by any kind of psychoactive drugs is cannabis. However, based on the studies conducted mainly, I'm talking slowly for the translation, on our veterans, it has been found that expectancy actually was the most important aspect that contributed to positive outcomes, meaning that veterans, meaning soldiers, you know, that are in treatment, that were not believing that cannabis would be useful, have not improved as compared to those who thought that cannabis is useful. Now, getting back to your short kind of comment, and I'd like to hear more about it hopefully today, is yes, I agree with you that lack of studying expectancy in outcome studies is problematic, particularly about what we know about cannabis. What is associated with it, as you mentioned, is consider the alternatives, meaning if you want, or somebody wants to treat resistant depression and put it in the algorithm, put the psilocybin, for example, the question is, what are the other alternatives? Would you do ketamine first? Would you do transcranial stimulation first? Where, according to your expert, because you are the expert, in the US, should psychedelics be in the algorithm? Thank you. Should they be in the, where should they be? So let me first of all say, I am really bad at predicting the future. I would be very rich if I was good at predicting the future, because I would own lots of stock. So I'm not sure what will happen with it, but I do think that we need data to decide what to do with these medications. And I think a question that we're struggling with is, do we hold these medications to the same standards that we use for other medications, for other conditions? Because unlike most psychotropics, which require time to show an effect, these medications appear to produce robust effects quickly. And so they're very intriguing that way, and very sexy, if you would. So I think that there's probably a signal there for something like psilocybin for treatment-resistant depression. And I think that it probably should be, if you go with the treatment-resistant depression, that would be the failure of 2 adequate trials of an antidepressant. So I think that that's probably a very good indication there. I would suspect that probably we would see it as a useful first or second line treatment for depression,
probably second line, even for not treatment-resistant depression. The problem with this is going to be, and I've got a lot of thoughts, but the problem with this is going to be cost. I don't see, it's expensive to do a psilocybin session, at least in the model that Hopkins has used, that Roland Griffiths developed 20 years ago with cancer, depression, and anxiety, the first paper he did. It takes 2 therapists, it takes pre-session, session, post-session, sessions. It's an expensive undertaking. And even you can look at ways to do that. Maybe one person monitoring multiple sessions, so on. It's still expensive. And if the effects are sustained, why would a company make and market a drug that you only need to use once? The great thing with Prozac, fluoxetine, is you keep writing prescriptions month after month after month, and the companies make money. With a single dose of psilocybin, if it treats your depression, and Alan Davis, who is a postdoc at our program, just published a paper showing 5-year outcome measures for 24 people treated for depression with psilocybin, and they're still better. Now, most of them got other sorts of treatment, but most of them are still better, the overwhelming majority. The financial model falls apart. So I think it probably could be a second-line treatment after SSRIs or something. I think it will probably work. I think the real crux of the question is going to be, how do you make it financially work for companies to produce these drugs? Did that make sense? Yeah, but didn't. My time's up. Merci beaucoup. Oui, c'est une des questions qui se pose d'un point de vue pragmatique, puisque effectivement, ce sont des traitements rapidement efficaces, mais qui ont une durée d'effet très longue. Si bien que ce que nous rappelait le professeur Strain, c'est qu'une, 2, 3 prises pouvaient suffire finalement pour avoir un effet durable. Et il se posait la question de est-ce qu'un tel profil médicamenteux peut intéresser des firmes pharmaceutiques, dans la mesure où généralement ils préfèrent des médicaments plus traditionnels comme le Prozac, qu'on pouvait prescrire au long cours, évidemment, ce qui était plus profitable pour elles. Et l'autre élément que nous rappelait le professeur Strain, qui est vraiment important, c'est que même pour les indications les plus nettes, comme les dépressions résistantes dans le contexte d'un trouble cancéreux, par exemple, vraisemblablement la psilocybine pouvait être plutôt perçue comme un traitement de deuxième intention. Et je souscris à ce que disait le monsieur dans la question. L'expectation effect, également, là, une des questions qui se pose, c'est par rapport aux indications liées au cannabis thérapeutique, par rapport au trouble stress post-traumatique, ce qu'il avait évoqué tout à l'heure, et notamment chez les vétérans, où on se rend compte que vraisemblablement, il y a aussi un effet d'attente qui est absolument majeur et qui gêne l'évaluation spécifique de l'efficacité de la substance. Et donc, le professeur Strain appelait de ses voeux des études aussi sérieuses et bien contrôlées que pour l'ensemble des médicaments, et pas uniquement, évidemment, pour cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Là-bas. Ah, c'est le monsieur tout à l'heure, je crois. Attendez, vous allez avoir un micro, je crois, qui arrive juste derrière vous. Oui, donc toujours Miguel Velasquez d'Assud. C'est par rapport aux limites de ces traitements, parce que tous ces nouveaux traitements, souvent, on en attend beaucoup et il y a beaucoup d'expectatives. Et ne croyez-vous pas, c'est une question que je pose à l'ensemble, que pour des problèmes d'addiction à la cocaïne ou bien sûr pour tout ce qui est dépression, fin de vie et cancer, etc., c'est effectivement, ça peut avoir un réel intérêt. En revanche, pour ce qui est de traiter l'addiction aux opiacés, je suis quand même assez sceptique sur les chances de résultats positifs
tout simplement parce qu'il y a déjà le problème du manque physique, qui là nous pose un problème beaucoup plus sérieux que tout ce qui est psychologique, même si la partie psychologique dans le manque aussi intervient, mais le craving, etc. Mais il n'y a pas que le craving pour les opiacés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, pour certaines drogues, il ne faut pas mettre la barre trop haute dans les chances thérapeutiques? Voilà. Merci Miguel, puisque maintenant je te reconnais dans l'obscurité. Et je passe la parole peut-être à Daniel. Oui. Ça dépend ce qu'on a comme objectif thérapeutique. Alors, si on a comme objectif l'abstinence, mais je ne sais pas qui a encore cet objectif-là pour la plupart des patients, à ce moment-là, ça ne marche pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà traité une série de patients pour l'addiction aux opiacés. On a même déjà traité des patients qui étaient sous prescription de diaphine, donc d'héroïne médicale. Donc le même jour, le matin, d'abord ils allaient prendre leur héroïne et après ils recevaient, là c'était la psilocybine. Ils n'arrêtent pas de consommer, ils n'arrêtent pas de prendre. Mais ça relance, ça ouvre une fenêtre thérapeutique pour redéfinir des objectifs thérapeutiques qui peuvent être un autre rôle dans leur vie. Ça relance une psychothérapie. Qu'il y ait opiacé ou crack ou autre chose à bord, dans cette optique-là, c'est un peu égal. On ouvre des fenêtres de réflexion. Et ça, indépendamment de la substance qui est consommée. Après, je peux aussi vous dire qu'on a eu des patients qui, là, pas sur opiacés avec du crack, qui ont arrêté à consommer au moins le crack. Et on ne s'attendait pas à ça. Il y en a 2 pour l'instant. Donc, je ne pense pas que la substance même soit le critère. C'est plutôt le travail sur des objectifs qui ne sont pas l'abstinence. Thank you. Let me say, oops. So Matt Johnson, when he was at Hopkins, did a pilot study with 16 smokers. So nicotine dependence, which is a pretty hard thing to break. And they had failed 2 prior treatment episodes, adequate treatment episodes. And he did a psilocybin session with them. And he got sustained abstinence from smoking for over, I think it was 60 or 70% for over 6 months. And I think they did a follow-up a year or 2 later, and a majority were still abstinent. And that's biochemically verified abstinence from nicotine dependence. Now, keep in mind, in the States, the best medication for treating nicotine dependence is Chantix, varenicline, okay, which is about 20% is what the studies show of sustained abstinence. So he was getting over 60%. They've done a follow-up study Matt did with Albert Garcia. It's still under review, a controlled study now with a control condition in it, and they're still showing something on the order of 50% abstinence, biochemically verified. I really like those studies because it's a substance use disorder that's got biochemical verification of abstinence. And I'm a psychiatrist, I treat people with depression, but at the end of the day, depression is a self-reported measure of outcome. But nicotine dependence, it's a biochemical verification. So that's really interesting data, I think, on the possible efficacy of these medications for the treatment of a substance use disorder. Thank you. Alexandre? Merci. Well, ok, peut-être juste modestement pour compléter, sur les substances potentiellement très addictives avec une dépendance physique, je pense que l'alcool se place plutôt pas mal. Et du coup, on aura la chance d'avoir Amandine Lukiens, je pense, qui intervient après-demain, de mémoire, ou demain peut-être, je ne sais pas si tu es là, Amandine, mais qui, du coup, dans la première étude française sur l'utilisation de la psilocybine dans le trouble d'usage de l'alcool et la dépression associée, a pu bien montrer, je pense qu'elle réexpliquera, qu'en effet, il y a eu, alors, il y avait un sevrage en amont,
amont, mais pour le coup, il y a une abstinence nettement supérieure chez les personnes qui ont eu la psilocybine à 25 mg versus ceux qui ont eu une toute petite dose de 1 mg de psilocybine, quasi placebo, et aussi potentiellement une modification du rapport à la consommation d'alcool chez les autres, ce qui est vachement intéressant. En fait, je trouve que potentiellement les psychédéliques vont jouer ça aussi, ce que Bogenschutz pouvait montrer. Là, il était question de Matthew Johnson qui nous avait présenté ses résultats il y a 2 ans, ici même d'ailleurs, en effet, sur le tabac. Donc je pense que une particularité des psychédéliques, c'est pas forcément d'agir exclusivement sur la question de l'abstinence, mais aussi sur le rapport et sur le fait de reprendre la possibilité de gérer la consommation. Donc c'est vrai que c'est un enjeu, me semble-t-il, assez intéressant. Et merci d'avoir évoqué effectivement le travail d'Amandine Lukian, ce qui fait plaisir à notre ami Bocart et au Montpellierin ici dans la salle pour ce beau travail, une belle publication. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là, vers le milieu. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Non, je me permets juste une petite remarque, enfin une réflexion en tout cas que je partage par rapport au statut légal du produit qui serait, comment dire, une offense faite à la libre consommation, ce avec quoi je suis relativement d'accord. Mais en même temps, je me contredisais moi-même en me disant, mais l'exemple de la cigarette électronique est assez intéressant, vu que c'est pas illégal. Néanmoins, on est dans les mêmes configurations que vous décrivez, qui est qu'on a un produit qui est plutôt condamné, pas tellement sur le plan légal, même s'il est régulé, mais c'est après tout assez souhaitable, mais par contre moralement plutôt mal perçu. Et il a été difficile de faire des recherches, notamment assez larges. Les seuls pays qui ont réussi à vraiment faire des recherches sur des données suffisamment intéressantes, c'est les États-Unis, du fait de leur puissance de feu en termes de recherche, et la Grande-Bretagne qui a très largement légalisé la vape. Ce que je veux dire, c'est que alors que le statut légal n'est pas interdit en France, on a eu de grosses difficultés à faire des recherches suffisamment consistantes pour voir un peu quels étaient le parcours des fumeurs avec la vape, enfin avoir des données suffisamment robustes et suffisamment fines pour étudier cette question-là. Enfin, là où je voulais en venir, c'est qu'une fois que un produit classifié, une fois qu'il est légalisé, ça ne résout pas tout le problème. La discussion continue à partir du moment où on la régule, et je pense ça vient poser une question difficile qui est qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire de plaisir qu'il y a derrière? C'est un peu cette question-là qui se pose en fait pour nous tous. Enfin, la difficulté de la vape, par exemple, c'est celui d'avoir des difficultés à encadrer le plaisir que la personne va prendre pour sortir de la combustion. Non pas sortir de l'addiction à la nicotine, mais sortir de la combustion qui finalement va le tuer de façon sûre. Enfin voilà, je voulais partager cette réflexion-là avec vous parce que ça rejoint des questions de réduction des risques et aussi de malentendus qu'on peut avoir sur comment on organise l'accès à des produits dans une société avec la question en effet de l'attente, de l'expectability sur des produits et comment on la gère et au nom de quoi on la gère. Et là, me semble-t-il, on sort d'un débat strictement scientifique pour arriver sur un débat un peu plus culturel, avec nos propres représentations sur l'accès au plaisir, la façon dont, par qui et comment il doit être ordonné. Voilà, j'en arrête là. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a quelques réactions ou commentaires? Ne serait-ce pas Monsieur Saint-Vincent? C'est lui, oui, à contre-jour. Oui, ce à quoi ça me fait penser, là, ce que tu dis, c'est que l'un des problèmes avec la vape, c'est que les gens vaporisent de la nicotine. Et la nicotine a une représentation de drogue extrêmement dangereuse, extrêmement addictive, ce qui fait que ça vient aussi polluer cette intervention qui apparaît plus comme une intervention de réduction de risque, comme une intervention de soins, donc curative, abstinence, etc. Donc je crois que ça renvoie un peu à ce que disait Jean-Pierre, qui évoquait tout à l'heure les débats aussi sur la méthadone et la guerre de la méthadone, où beaucoup d'acteurs avaient de la peine à penser qu'un opioïde puisse avoir des effets bénéfiques, non seulement en termes de réduction des risques, mais peut-être aussi en termes de soins. Je crois que c'est tout un travail sur les représentations là, qui est évidemment relativement classique, et le combat pour la réduction des risques, on le sait, n'est pas totalement gagné dans notre pays, ni au plan international. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou interventions, Jean-Pierre?
D'abord, merci à vous toutes et à vous tous pour ces passionnantes présentations, remarques, explications. Une question plutôt pour Daniel Ezzolino et aussi à toi, Jean-Michel, qui a suivi de très longtemps le système de classification des substances à l'Agence du médicament en France. Je suis quand même très désolé pour notre pays et puis quand même assez admiratif du pragmatisme de la Suisse qui, donc, dans ce domaine comme dans d'autres, expérimente avec toute la rigueur scientifique. C'est un domaine peut-être moins sensible que l'était celui de l'héroïne, mais la Suisse a su expérimenter les programmes d'héroïne, continue d'ailleurs. Je crois qu'Olivier Simon et toi-même êtes assez impliqués là-dessus. Et de la même façon, Ruud Dreyfus nous expliquait lors du dernier THS comment Genève et Lausanne démarraient une expérience de, non pas légalisation, mais enfin en tout cas de mise à disposition, de régulation du cannabis. Et elle nous expliquait que toutes ces capacités d'expérimenter avec des molécules qui sont classifiées, interdites par qui sont prohibées par les classifications internationales et les traités, pouvaient l'être en Suisse parce qu'ils considéraient que c'était au titre expérimental et que ce qui est très, enfin, ce qui me paraît intelligent et pragmatique, si c'est expérimental avec la rigueur nécessaire à l'expérimentation, parce que des fois en France on expérimente, on expérimente, depuis 20 ans après c'est toujours l'expérimentation. Bon. Donc est-ce qu'il y a d'abord un frein, ça Jean-Michel peut-être tu pourras un frein légal lié à la classification de certaines substances en France qui gênent leur expérimentation, et est-ce que vous avez des idées sur comment on pourrait faire avancer la démarche française pour être un peu plus pragmatique et se rapprocher du pragmatisme des Suisses? Je ne vais pas répondre pour la France. Alors, peut-être pour faire le lien entre les deux dernières remarques, je pense qu'on peut seulement discuter du bon usage d'une substance s'il est possible de l'utiliser. Donc aussi, l'idée du plaisir, elle entre directement dans le débat public, qui est un autre, encore que le médical, du moment qu'on peut, au moins théoriquement, en avoir accès. Alors, oui, je pense que la Suisse est un bon exemple, mais qui n'est pas copiable partout. Je vous rappelle que la Suisse est un État fédéral, au début même imposé par Napoléon. Les cantons, c'est Napoléon qui nous les a imposés, et merci pour ça, parce que ça, c'est utile. Ce qui est possible en Suisse, c'est de faire, et là c'était même l'invention de Ruud Dreyfus, voilà, des lois expérimentales. On met une loi en place durant un certain temps, on va voir comment ça se passe. Elle est limitée dans le temps. Si ça se passe bien, ben, on fait une nouvelle loi et puis on régularise. Elle l'avait déjà fait sur les caisses maladies. Maintenant, on l'a fait pour le cannabis. L'avantage est que, aussi du système fédéral, c'est chaque canton peut décider pour lui. Alors, régionalement, et puis on a des régions qui sont plus progressistes que d'autres. Genève, Bâle, Zurich, Lausanne, même un peu le canton, sont beaucoup plus progressistes que d'autres cantons, ce qu'on appelle les cantons primitifs, qui sont les premiers, c'est pour ça primitifs, hein. Qui sont normalement beaucoup plus conservateurs, résistants. Il n'y a pas de prescription d'héroïne, par exemple, partout dans tous les cantons. Il y a certains cantons qui l'acceptent dès le début, et quand les autres s'aperçoivent que c'est quelque chose qui marche, les autres cantons peuvent suivre. Donc, il y a l'idée de la loi pilote expérimentale. Là, pour le cannabis, c'est sur 10 ans. On peut faire des expériments. Actuellement, on peut expérimenter plusieurs modèles de régulation.
Lausanne et Genève, les deux ont un modèle non-profit, donc fortement avec une forte présence de l'État et des milieux de prévention et de la thérapie. À Genève, c'est Ruth Dreyfus, qui est la présidente de l'association, qui porte ce projet, dont je suis l'investigateur principal. Il y a d'autres projets qui sont très, très commerciaux, ce qui permet de comparer. Voilà, il y a de la recherche qui se fait, qui compare plusieurs modèles, et à la fin même de faire choisir éventuellement à différents cantons de moduler entre les modèles. Vous pourriez faire ça en France. Je pense qu'il faut se rappeler que, encore une fois, vous nous l'avez imposé, le modèle, donc imposez-le vous. Ce qui est paradoxal et extraordinaire, c'est que nous sommes pénalisés en France. C'est l'avis le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, m'en faisait la remarque. Il me disait ce qui gêne ce type d'expérimentation. Et on a eu le problème d'abord d'installer la méthadone. Ça avait été une véritable guerre à l'époque. Mais il se pose toujours en France aussi le problème des salles de consommation supervisées. Ruth Dreyfus nous rappelait aussi que c'est à Berne, particulière ville pas très progressiste, qu'a été faite la première salle de consommation du monde. Et donc Napoléon, eh ben nous, on lui doit beaucoup de choses, Trotsky, etc. Mais la centralisation, le jacobinisme français, tout se décide à Paris et passe par Paris. Et c'est, je suis sidéré que le fédéralisme le cantonal helvétique soit un héritage de Napoléon. Sur la France, il a fait une centralisation féroce. Peut-être qu'on accepte encore l'adhésion de nouveaux cantons. Alors. La Nouvelle-Aquitaine va réfléchir. Alors, si je puis donner mon avis, d'abord je souscris entièrement à ce que tu viens de dire. C'était une grosse différence par rapport aux salles de consommation, ou même par rapport à des expérimentations comme des régulations du cannabis. C'est que c'est sans doute plus aisé à mettre en œuvre dans des États fédéraux ou confédéraux, où ça va pouvoir être expérimenté à l'échelon local, tandis que nous, évidemment, ça ne peut être imaginé et pensé qu'à l'échelon national d'emblée. Donc c'est un problème politique qui obéit à toutes sortes d'autres arguments que des arguments sanitaires. En fait, on le voit bien dans la période actuelle. Alors, au plan pratique, ma modeste expérience d'une trentaine d'années à la commission des stupéfiants, c'est que néanmoins, les choses évoluent favorablement. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire, au tout début, c'était dépendant directement du ministère de la Santé, en fait. C'était une section de la Direction générale de la Santé. Et ce n'est qu'au moment où a été créée l'AFSAPS qu'il y a eu une agence un peu séparé formellement du ministère de la Santé, où il y avait un certain nombre d'experts. Mais les experts, à l'époque, c'était essentiellement, je leur jette pas la pierre, hein, c'est des personnes absolument remarquables et extrêmement compétentes, c'était essentiellement des toxicologues, donc ils voyaient des problèmes à la lueur de la toxicité des produits. Ils n'avaient pas une idée très claire de l'interface avec des usagers, avec des patients, etc. etc. Et l'autre élément, c'est qu'il y avait beaucoup de représentants des pouvoirs publics. Direction générale de la santé, les différents ministères, etc., etc. Donc, au total, ça donnait des prises de décision qui étaient des décisions extrêmement sévères. Et puis, les choses ont commencé à bouger, effectivement, avec l'AMM du Subutex. Ensuite, j'avais été le rapporteur de la RTU sur le baclofène. Donc, on voit que les choses commençaient à s'entrouvrir, et en partie du fait que les experts étaient un peu plus diversifiés. C'est-à-dire, on commençait à avoir des psychiatres, à avoir des acteurs de terrain, à avoir des représentants des usagers, à Sud, était représenté à la commission du stupéfiant, ce qui était totalement nouveau, et en revanche était retiré des représentants des pouvoirs publics. Ce qui fait que ces dernières années, en fait, le sentiment que j'ai eu, c'est que les blocages ne venaient plus de l'agence du médicament, en fait. L'agence du médicament, elle a autorisé la psilocybine pour l'étude de Lukians. Elle a utilisé l'usage du CBD chez nous pour les sevrages cannabis, du CBD fumé, là, avec des travaux, etc. Donc on voit que de ce côté-là, en tout cas, ils ont autorisé le cannabis thérapeutique, et on voit que ce qui va bloquer maintenant dans l'expérimentation du cannabis thérapeutique, c'est pas au niveau de l'agence du médicament, c'est au pouvoir politique, là, qui a un problème d'image, de politique. Donc côté, ce qui est le nôtre, si j'ose dire, milieu professionnel, technique, avis d'experts, etc., j'ai l'impression que les choses évoluent assez favorablement. En revanche, ce qui est évident, c'est qu'on n'est plus suivi.
C'est-à-dire que le pouvoir politique, bien qu'il y ait des évaluations positives, par exemple, par rapport aux salles de consommation, rend leur avenir pour le moins incertain dans un avenir proche. Et je vous invite, il va y avoir bientôt une pétition, je vous invite à rejoindre cette pétition parce qu'on s'approche de la fin de l'expérimentation des HSA dans notre pays. Voilà. Merci, ces précisions. Oui, alors question peut-être, je vais essayer d'être clair, désolé pour l'approximation peut-être des propos. Tout à l'heure vous avez parlé des récepteurs du coup pour avoir en fait les effets psychédéliques ou non les effets psychédéliques et le fait de peut-être avoir des molécules qui stimulent ces récepteurs pour avoir des effets donc contre la dépression sans avoir le côté antéogène du coup psychédélique, mystique, etc. Je me demandais si en fait c'était plus des enjeux peut-être commerciaux ou même philosophiques ou au niveau politique ou est-ce qu'il y avait aussi des contraintes? Vous parliez de deux contraintes en termes de moyens, c'est-à-dire le temps et le personnel dédié à l'accompagnement, mais aussi des locaux adaptés à l'expérience psychédélique. Et vous disiez donc qu'un produit, un médicament qui pourrait avoir une action courte sans avoir d'effet psychédélique pourrait être prise de manière beaucoup plus facile et convenable dans des cadres actuels de la santé. Mais je me demandais si sur un point traitement, le côté antéogène et du coup le côté psychédélique pouvait avoir un effet bénéfique dans le traitement ou dans la thérapie, justement lors de l'accompagnement. Est-ce qu'en gros c'est un effet purement neuronal ou est-ce que sur le plan psychique, le fait d'avoir cette expérience de conscience modifiée a aussi un poids important dans le traitement global de la dépression et autres? Oui, merci pour cette question. En fait, vous y répondez aussi bien que moi. Donc, depuis longtemps, on a observé, moi-même travaillé, sur le fait qu'il y a un certain nombre de produits qui agissent sur le même récepteur. Certains ont des effets psychédéliques et d'autres n'ont pas d'effet psychédélique, alors qu'ils agissent à peu près aux même affinité sur le même récepteur. Donc c'est d'un point de vue d'abord pharmacologique, c'est une surprise et un gros problème. Il y a beaucoup de données qui montrent que certains, effectivement, les psychédéliques modifient la transduction, ce qu'on appelle la transduction, c'est-à-dire l'activation à l'intérieur du neurone, un peu différemment des non psychédéliques, mais oui, la solution n'est pas complètement trouvée. Donc c'est une surprise pharmacologique qu'il faut expliquer, qu'on commence à expliquer, mais qui n'est pas complètement expliquée. De là, l'idée de certains disant, mais alors, si ces produits activent les mêmes récepteurs, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un effet antidépresseur sans avoir les effets psychédéliques, en dehors de toute considération éventuellement autre et donc voilà, la recherche en est là. Beaucoup de laboratoires de par le monde ont synthétisé, surtout des laboratoires académiques, ont synthétisé des produits qui agissent sur le même récepteur, qui n'ont pas d'effet psychédélique notable, en tout cas important, et qui ont des effets antidépresseurs, mais bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, uniquement chez la souris. Donc chez la souris, pour l'instant, chez la souris, c'est très clair. Si vous prenez du lisuride qui a été utilisé très longtemps comme antiparkinsonien, certains disent, il y a quelques rapports, quelques articles montrant que le lisuride avait dans certains cas des effets psychédéliques, mais enfin c'est vraiment très mineur. Et voilà, donc est-ce que ces produits pourraient avoir des effets dépresseurs? Quand on teste ça chez beaucoup de modèles de dépression, j'entends bien, je suis devant des psychiatres, donc je fais très attention, modèles de dépression de la souris, ces produits marchent. Voilà.
Donc, est-ce que ces produits marcheront? Bien sûr, quand on ira les tester chez l'homme, il y a une phase 2, comme je l'ai montré, qui est en cours. Peut-être. Alors, peut-être que ça marchera, mais peut-être moins bien que si il y a en même temps les effets psychédéliques. Donc, on aura peut-être un effet, peut-être moins long. Ça, on ne sait pas, puisque chez la souris, ça dure pas longtemps, les essais. Peut-être que ces effets antidépresseurs dureront voilà, quelques semaines, alors que les autres dureront peut-être des mois. Et donc, tout ça a été étudié. Donc, enfin, pour l'instant, c'est uniquement, bien sûr, des considérations pharmacologiques d'une part et voilà, fondamentales de l'autre. Est-ce qu'on peut distinguer ces deux effets pour un effet antidépresseur chez l'homme? Donc la question est complètement ouverte. Je pense pas qu'on y répondra cette fois-ci, et on y répondra sûrement un jour. Hein. Voilà. Bon, alors ensuite, évidemment, on peut imaginer qu'un produit qui agirait sur récepteur 5-HT2A et qui serait antidépresseur, mais qui n'aurait pas d'effet psychédélique, serait plus facile à utiliser en ville, bien sûr. Bon, voilà, ça sera moins compliqué, c'est clair. Peut-être moins efficace aussi, donc ça c'est l'avenir qui le dira. Oui, et je deux, trois choses peut-être à ajouter. Juste maintenant, on a surtout parlé d'effets pharmacologiques. Mais rappelons quand même que la psychothérapie, dans le sens large, est efficace et surtout aussi efficace dans des cas où la pharmacothérapie ne marche pas. Et puis, en grande partie, déjà les études qui sont faites ont toujours une composante psychothérapeutique, même si c'est que l'explication, il y a de la préparation, c'est de la psychothérapie, c'est changer quelque chose dans les attentes, dans l'imaginaire des patients. Il y a une étude qui, je pense que bientôt il sera fini, ou bien l'est déjà à Bâle par Matthias Lichty, où il applique ces substances sous anesthésie. Donc, ça, c'est une manière de voir. Oui, non, je pense que je ne suis pas sûr qu'il ait choisi le bon. Il le fait aussi au propofol, qui est bien sûr, qui a aussi ses effets un peu rares. Après, la dernière remarque, mais ça serait dommage, sont ces effets. Pourquoi, une fois qu'on a des substances qui produisent comme un certain plaisir, certaines émotions, pourquoi on devrait encore les bloquer? Je pense qu'il faut... Moi, j'insisterai beaucoup plus sur l'aspect très, très psychédélique. Et oui, le reste est intéressant, mais pas autant. Juste, je réagis du coup sur ce que vous disiez, parce que c'est ce que j'avais envie de dire aussi au sujet de votre intervention. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, et c'est très important de protéger l'usage psychédélique, justement, mais il y a peut-être aussi des patients qui n'auront pas envie de vivre cette expérience psychédélique et avoir la possibilité d'avoir une substance qui a peut-être les mêmes effets, même si ça dure moins longtemps, sans que ça ait ces effets très, très intenses. En fait, ça enrichit la palette thérapeutique, et c'est quelque chose de positif, même si je suis plutôt d'accord avec vous. Il faut quand même arriver à protéger ces effets-là, et la psychothérapie est au cœur, pour l'instant, de ce qu'on sait des effets thérapeutiques qu'on observe. Alors, moi, c'est peut-être pas l'heure d'ouvrir ce débat, mais j'ai l'impression que vous avez un peu opposé tout ce qui est pharmacologique et neurobiologique et ce qui est psychologique. Or, la psychologie, c'est de la pharmacologie, excusez-moi. Je pense que c'est une distinction assez artificielle, et puis ça le prouve. C'est une erreur de catégorie de parler, de vouloir faire le lien entre les deux. C'est toujours les deux à la fois, c'est deux lectures différentes de la même chose. Non, bien sûr que non. Oui, ça me rappelle d'ailleurs, quand on était interne, c'était un de mes professeurs de psychiatrie bourgeois. À l'époque, on commençait à faire l'imagerie fonctionnelle et qui montrait l'impact en imagerie cérébrale des psychothérapies. Et là, ce qui est intéressant sur les expériences mystiques, c'était des travaux de Carartaris à propos des psychédéliques et de la psilocybine. On voyait les expériences mystiques décrites par les personnes, où certains disaient que c'était l'événement le plus intense qu'ils avaient vécu de toute leur existence, et on voyait au niveau des noyaux cérébraux ce qui était activé, etc., par l'expérience mystique. Mais ça nous rappelle, par rapport au débat qu'il y avait antérieurement, je pense que un des éléments intéressants des
l'approche, la réflexion en tout cas autour des psychédéliques, c'est que ça permet justement de moins opposer que traditionnellement en psychiatrie le domaine des psychothérapies de celui des pharmacothérapies, qui étaient deux domaines souvent qui se regardaient un peu en chaîne de faïence, qui souvent avaient des acteurs qui n'étaient pas les mêmes et qui eux-mêmes se regardaient en chaîne de faïence. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la possibilité peut-être de réfléchir à des éléments synergiques, sachant de surcroît que ce qui marche généralement le mieux, quand les tailles des faits sont comparables, c'est ce en quoi croit le patient et ce qu'il demande, ce qu'il souhaite, quelle que soit l'approche pratiquement. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord, il faut une diversité d'offres de telle façon qu'on puisse peut-être répondre au plus près des attentes des personnes, et c'est ça qui aura peut-être le plus d'efficacité. Et pour en revenir au chaman, enfin l'aspect chaman, il ne faut pas perdre de vue que la religion aide aussi. Les expériences spirituelles, les personnes qui y croient en tout cas, vont avoir des bénéfices. On évoquait tout à l'heure notre ami qui était à Lausanne, le professeur Jacques Besson, qui lui s'était fait un peu le propagandiste de ces approches autour de la spiritualité, qui sont très difficiles à développer en France, pour des raisons évidentes liées à la laïcité, peut-être pas à Napoléon, là, mais de manière plutôt plus récente, à la Troisième République en l'occurrence, qui font que ces aspects-là sont peut-être plus difficiles à discuter dans notre pays, mais qui font partie sans doute de l'expérience globale d'apaisement des personnes et de progrès, de changement. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques dans la salle? Sinon, je me tourne vers Jean-Pierre et on va peut-être pouvoir clôturer en remerciant à nouveau vraiment beaucoup les personnes présentes sur le plateau là, pour leurs remarquables interventions. Et l'ambiance sympathique qui est toujours celle de ATHS. Et donc, Jean-Pierre, tu veux dire peut-être un dernier mot du genre bonsoir et on se retrouve demain tôt. On a pu rattraper, puisqu'on n'avait pas d'autres sessions derrière, le temps perdu dans le réglage de la traduction. J'espère que ça a été un galop d'essai pour que ça marche demain. En tout cas, on va s'assurer que demain, tout soit impeccable. Et un très grand merci pour ces éclairages et ce débat qui n'a pas fini d'être poursuivi. On aura d'autres occasions de se retrouver avec des nouveaux data et des nouvelles perspectives. Merci beaucoup et bonne soirée.